Today is June 16, 2024. We're here to interview Colin Starosta, who is a survivor of the Holocaust. My name is Esther Andor, and I'm the interviewer, and the videographer today is Robert Gresslam. We're doing this interview under the auspices of the Yossi Shoah Foundation, and the interview will be done in French. Bonjour Colin. Bonjour. Merci beaucoup pour avoir accepté à faire cette entrevue avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par vous demander votre nom et votre nom de jeune fille. Ok, aujourd'hui c'est Colin Starosta et jeune fille c'était Colin Levy. Est-ce que vous pourriez épeler Starosta et Levy? Oui, Starosta, S-T-A-R-O-S-T-A, Levy, L-E, accent aigu, V-Y. Merci. Est-ce que vous aviez eu un nom, middle name? Oui, j'ai un middle name qui est, je dirais, judéo-arabe, Beya, B-E-Y-A, qui vient, si vous voulez, l'équivalence de princesse, parce que le B, B-E-Y, c'était le chef de la tribu arabe. Et je vous ai dit, je pense qu'ici, ils ne voulaient pas l'accepter. Donc, ils m'ont redonné un nom Bella, B-E-2-L-A. Mais moi, je continue à écrire Beya. Vous êtes né où et quand? Je suis née à Tunis le 31 mai 1938. Merci. Alors maintenant, on va retourner et parler de votre famille, famille élargie. Je vais commencer avec vos grands-parents. Alors, je voudrais d'abord parler de vos grands-parents paternels. Dites-moi ce que vous en savez d'eux. Ok, les grands-parents paternels, je ne me souviens pas du tout de mon grand-père. Je me souviens un peu de ma grand-mère. D'abord, elle a vécu avec nous, mais moi j'étais très jeune. Et aussi, je pense que je vous ai dit, parce qu'il y avait un portrait, ils viennent de Gibraltar et Malte, et Angleterre aussi, donc il y avait un portrait de la reine, la grande reine Victoria, et je trouvais que ma grand-mère lui ressemblait. Alors c'est comme ça que je me rappelle un peu d'elle, mais elle a dû mourir très vite, je ne me rappelle pas, parce qu'on vivait ensemble. Il y avait mon père dans la maison avec sa mère, il avait gardé ses sœurs tant qu'elles n'étaient pas mariées, et il y avait maman, et puis voilà. Est-ce que vous connaissez le nom de vos grands-parents paternels? Alors paternel, il y avait le père Léon, et la mère, Rachel. On disait Rachel, mais Rachel. Léon, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Alors vraiment, je ne sais pas. Je me rappelle de lui, mais je ne sais pas. Oui, mais vous m'avez quand même dit quelque chose que vos parents vous ont dit sur ce qu'il faisait sur comme le métier. Père de papa? Non, je pense que c'était l'autre Léon, le père de maman, qui était bijoutier. Okay. Oui, je crois, je crois. Le père de papa, somehow, je ne me souviens pas. Il ne m'est pas resté quelque chose. Ils avaient combien d'enfants, ces grands-parents-là? Alors, il y avait papa, c'était le seul garçon, Tata Mimi, Dorita, Judith, Olga. C'est drôle, il m'en manque une. Je crois qu'il y avait 5 filles, mais... Linda. Linda, merci. Est-ce que vous avez connu toutes ces sœurs? Oui, j'ai connu Tata Dorita, même si elle habitait ailleurs. Elle était mariée plus tôt, je crois que c'était l'aînée. J'ai connu Tata Judith en Algérie. Et oui, j'ai connu tout le monde en fait. Oui. Et même à Paris après. Presuming. Alors, on va juste retourner aux frères, aux sœurs de votre papa. Ok, alors vous avez dit, puisque vous avez ajouté, donc il y avait 5 sœurs. Vous avez les noms? Quelles étaient les sœurs avec qui votre famille était le plus proche? On était plus ou moins proches, vraiment, surtout au début, quand on vivait presque tous ensemble. Tata Judith, elle est partie en Algérie, donc on la voyait moins souvent. Tata Mimi, elle était aussi dans la banlieue de Tunis, donc moins souvent.
Tata Dorita, on la voyait pas tellement, je sais pas pourquoi, elle était peut-être différente. Et qui est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai dit Olga, on la voyait souvent, parce que mon père a même travaillé à la boulangerie de son mari et elle quand il est mort. Et qui est-ce qui mange là? Linda. Linda. Linda, on la voyait aussi souvent, parce qu'elle était très gentille. Est-ce qu'il y avait une qui habitait encore dans la maison familiale après être mariée ou non? Non, après ça, tout le monde est parti, chacun chez soi. Et vous avez dit que Judith, elle est partie en Algérie. Pourquoi? Oui, à Bonn, parce que son mari venait de là-bas. Il enseignait à l'université. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre grand-mère, la mère de votre père, en tant qu'apparence? Comment elle était vêtue, par exemple? Comme je vous dis, très très vague, parce que je l'assimile à ce portrait. Alors je dirais que peut-être, un peu comme les photos que je vous ai montrées, un petit peu arabe, un peu le truc sur la tête, mais c'est très vague, très vague, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais je ne me rappelle pas beaucoup, vraiment, non. Bon, allons-y maintenant aux grands-parents maternels. Là, il y a toute une histoire intéressante, si vous pourriez me raconter encore une fois. Ah, d'accord. Alors, les grands-parents maternels, j'ai connu la mère, la vraie mère de maman. Je dis la vraie mère parce que je crois que je vous ai expliqué que maman était la petite dernière et il y en avait, je crois, 4 avant. En tout cas, elle était fatiguée, ma grand-mère maternelle. Et comme sa sœur jumelle n'avait pas d'enfant, ils lui ont demandé au début de s'en occuper. Après, ils ont voulu l'adopter, évidemment. C'est pour ça qu'elle avait comme 2 noms. Elle s'appelait Assoun, qui était la jumelle avec Léon, son mari. Et quand ils sont décédés et qu'elle est revenue dans sa vraie famille, elle est redevenue Boubli, qui était le nom de son vrai père et sa mère. Alors ça, c'est Hélène, ma maman, à moi. Et elle a épousé mon père, mais à Tunis, et c'est là qu'ils ont vécu. Vous avez dit que vous avez des souvenirs de votre grand-mère biologique, finalement. Oui, la maman. Qui s'appelait comment? Béa, elle porte son nom. Est-ce que vous savez comment la sœur jumelle Non, excusez-moi. Béa, c'est la sœur jumelle. Je porte le nom de la mère adoptive. Nouna. Je ne sais pas quel est le vrai nom, mais on disait grand-mère Nouna, nous les enfants. N-O-U-N-A, c'est comme ça qu'on le prenait. Mais qu'est-ce que c'est son vrai nom, grand-mère Nouna? Je ne sais pas. Et Léon, c'était le mari de... Les deux, c'est ça qui est drôle. Il y a eu Léon Boubli et il y a eu Léon Assoun, je pense. Ça, c'est ce dont je me souviens aussi. C'est difficile parce que je ne me souviens pas de tout et c'est plus par les oui-dire et les histoires qu'on m'a racontées. Alors, je ne sais pas, je vous le dis juste. C'est parfait. Et c'est quel Léon qui était bijoutier, Boubli ou Assoun? Assoun, oui. L'adoptif, on va dire. Est-ce que votre mère vous a raconté quelque chose sur ses parents adoptifs, sur sa vie avec ses parents adoptifs, avec qui elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, je crois? Tout à fait, vous avez répondu. Elle ne m'a pas tellement raconté, elle m'a juste dit qu'elle était comme une fille unique. Et donc, gâtée, bien habillée, enfin, les bijoux, j'en ai vu d'ailleurs, que ce soit des bijoux qui soient en or, puisqu'il était représentant, ou aussi des bijoux un peu bédouins, comme ça, ce style-là. Je voulais le sortir, mais je ne l'ai pas retrouvé. C'était comme des bracelets, même pour les jambes, vous savez. Et donc, elle m'a raconté, pas tellement, autant qu'avec amour pour ses parents adoptifs, et le sentiment d'être gâtée qui a changé. Elle n'a jamais dit d'une manière méchante, mais elle s'est retrouvée avec frères et sœurs. Donc, c'était plus la même attention, c'était un autre endroit. Enfin, pour elle, ça a été un gros changement.
C'est tout ce que j'ai retenu. Puis après ça, elle s'est mariée, la Tunisie, un autre changement. Alors c'est un peu ça que j'ai retenu, un genre de nostalgie d'une vie qu'elle avait eue. Est-ce qu'elle savait à l'époque qu'elle était adoptée par sa tante finalement? Qu'elle devait être adoptée. Oui, oui, il lui avait toujours dit que c'était qu'il l'a gardée pourquoi, et puis après qu'ils sont devenus ses parents, quoi, pour ainsi dire. Oui, oui, non, elle le savait, tout le monde le savait. Et vous dites que c'était un grand changement pour elle à être à Tunis, parce que sa famille à elle, c'était d'où? Ça venait d'où? Alors, maman c'était Soukaras, avec sa vraie mère, Nouna, et toute la petite, son frère, ses autres sœurs. Elle a été éduquée chez ses parents adoptifs en Algérie, c'est-à-dire à Bonn, ça s'appelait Bonn, B-O-N-E à l'époque, et Constantine, je crois aussi. Alors, il y a eu donc Bonn-Constantine. Après, retour à Soukaras, chez sa famille vraie. Et ensuite, mariage, et donc Tunis. Et là, au début, parce que mon père, c'était le seul garçon, il fallait qu'il gagne la vie avant que ses sœurs soient mariées pour tout le monde. Elle a vécu au début du mariage avec, on appelait chez nous, une smala. Ça veut dire toutes ses sœurs, au début. C'était pas marrant, je pense, pour elle quand même. Puis après, bon, ils sont restés seuls quand tout le monde est parti. La grand-mère biologique en Algérie, maternelle, quels sont vos souvenirs sur elle? Parce que vous avez des souvenirs. Oui, mais très peu, vraiment très peu. Petite, les vêtements, je dirais, toujours en tête, je ne sais pas pourquoi, plus oriental que européen, on va dire. Et surtout, plutôt vers la fin, quand elle est décédée, et que nous, on n'était pas cachés, mais mis de côté, et on a vu le cercueil passer, qu'on savait qu'elle était morte, mais pas grand-chose. Elle était une petite femme, frêle, mais pas grand souvenir, vraiment. Quand vous dites c'était plutôt oriental le vêtement, ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Eh ben, le truc sur la tête, un peu, le foulard. Ça peut être aussi judéo, hein. La jupe longue, les manches un peu longues. Mais comme je vous dis, c'est tout très vague. C'est très vague. Mais c'est ça. Oriental, je veux dire qu'elle n'était pas habillée en jupe. On ne me rappelle pas de ses cheveux. Hein. Donc, elle devait les avoir toujours cachés, j'imagine. Voilà. Bon, on va passer à vos parents. Votre père, il s'appelait comment? Jacques, J-A-C-K. Mais on l'appelait Ako, H-C-O. Je ne sais pas pourquoi. Jacques comme Jack, comme... Oui, J-A-C-K, Jacques. Oui, mais ça veut dire que vous avez prononcé ça à l'anglaise. Nous, on l'appelait Jacques. On ne l'appelait pas Jack. Non, Jacques. Il est né où et quand? Et lui, il est né à Tunis. Oui, à Tunis. En quelle année? 1904. Jacob, c'est son nom, vraiment, mais on l'appelle Jacques. Vous avez dit qu'il devait s'occuper de... Qu'est-ce que je fais là? Je le prends? Alors, on parlait de votre père. Je disais que vous avez dit qu'il devait s'occuper de ses sœurs parce que son père est mort, je crois, jeune. C'est exact. Est-ce que vous savez quelle éducation elle a eue quand même avant Papa? Oui. Il n'a pas eu grande... Quand on dit éducation, vous voulez dire instruction, vraiment, hein, à l'école? Oui. Oui. J'ai toujours appelé un self-man. Comment vous dites? Self-made man. Merci. Je ne me rappelle pas jusqu'où il est allé à l'école, franchement. Mais il se débrouillait très bien, il a eu des commerces, il a eu une librairie, il a toujours nourri les gens qui devaient nourrir. Et après, il a été... Alors, il a dû aller, mais je ne peux pas vous répondre, presque comme un comptable. Pas comptable à l'agréé, comme on appelle, mais accountant ou quelque chose avec les chiffres, on va dire. Et papa, c'est comme ça qu'il a travaillé quand il est venu au Canada. Avant la guerre et en Tunisie, après, qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Eh bien, il a eu une fabrique de pâtes, des pâtes alimentaires. Il a eu aussi, avec un associé,
une librairie, on vendait des livres, d'école et d'ailleurs. Ça, c'est les deux choses que je me rappelle. Je ne me rappelle pas d'autre chose. Est-ce qu'il avait, vous avez dit qu'il avait une fabrique, est-ce qu'il travaillait dans la fabrique, est-ce qu'il travaillait à la maison, est-ce qu'il voyageait, comment était exactement, disons, Il travaillait à la fabrique, mais pas manuellement, mais il était propriétaire, il a voyagé en Corse et partout pour essayer d'avoir, disons, les bases comme la farine et les trucs comme ça, et puis aussi pour agrandir le marché des pâtes alimentaires. C'est à peu près tout ce que je me rappelle. Je sais qu'il voyageait pour ça, en Corse, à Marseille. Ça peut pas beaucoup de souvenirs, vraiment. Est-ce que vous êtes jamais allé dans sa fabrique après la guerre, comme petite fille? Après, non. Non, je suis allée, je crois, une fois. Mais je ne sais pas si c'est... Non, probablement après la guerre. Parce que, oui, après la guerre. Oui, probablement, mais c'est très vague. Je me rappelle d'être allée à la minoterie. La minoterie, c'est l'endroit où il passait le grain aux machines, ça devenait de la farine et tout ça, parce qu'on allait avec les enfants, on aimait ça, c'était à la campagne. Alors ça, je me rappelle de la minoterie, mais pas plus que ça. Quelle était la taille de cette fabrique, en termes de combien d'employés est-ce qu'il avait? Non. Même pas si c'est 2 ou 50? Non, c'est pas 2, ça c'est sûr. 50, je crois pas, mais non, c'est très vague. Vous savez, quand on est enfant, je veux dire, c'est pas bien, mais on ne s'intéresse pas, surtout à un certain âge, avec tout ce qui se passe avec les parents. C'est après que... Mais oui. Et est-ce que vous savez si les employés étaient juifs ou non, arabes? ils étaient ceux qui étaient bons, alors ça pouvait être un mélange. Il y avait quand même une fraternité, on va dire, entre arabes et juifs pendant très très longtemps. La plupart, hein, évidemment comme dans tout, mais c'était un peuple. Quelles étaient les langues qu'il parlait? Papa? Alors lui, il parlait français, évidemment, l'anglais avec un drôle d'accent, mais je ne sais pas comment il l'a appris. Alors, en tout cas, l'arabe, il avait du mal. Maman parlait bien l'arabe, et lui, il avait un drôle d'accent. Espagnol et italien. Quand même, hein? Oui, parce qu'il y avait toute une population italienne, hein. Il y avait Tripoli pas loin, donc il y avait beaucoup de mouvements. Comment est-ce qu'il a rencontré votre mère? Il l'a rencontré comme, comment dirais-je, par association. Vous savez, comme il faisait dans le temps, et donc on avait parlé de la belle Madame Lévy, non pas Lévy, Mademoiselle, et il y avait l'avenue Jules Ferry, là, c'est-à-dire au centre, c'était une grande avenue, un petit peu comme, bon, on va dire Sainte-Catherine, mais beaucoup mieux, parce qu'il y avait le port d'un côté, la mer de l'autre, et souvent les jeunes se promenaient comme on se promène à la plage ou quoi que ce soit, et on lui avait parlé d'elle, parce que ça se faisait par, comment on dit maintenant, mais les Ashkénazes, comment vous dites? Les Ashkénazes l'appellent chatraine. Je ne sais pas comment les séfarades l'appellent. Je ne me rappelle pas. Mais, et donc, elle avait rencontré les sœurs d'abord. Il fallait comme des morceaux d'approbation. Donc, elle avait connu les sœurs. Et quand on a pensé que ça pourrait être bien, je vous dis en gros, hein, parce que... donc, on lui a dit de s'asseoir. Il y avait des cafés, hein. Et elle est passée avec les sœurs et tout ça. Et alors, elle a dû lui plaire de loin, donc ils se sont rencontrés. The rest is history, or her story. Ils se sont mariés en quelle année? 1934. Bon, parlons maintenant de votre mère. It doesn't have to be pretty. Le nom de votre mère? Hélène. Assoun ou Boubli? Boubli, ça s'écrit comment? B-L-O-U-B-L-I.
B-O-U, B-L-O. Non, Bou, B-O-U-B-L-I-L. Et Hassoun? Hassoun, c'était H-A-2-S-O-U-N. Et elle est née en quelle année? Alors, elle est née en 1912. Et où? Elle est Exactement. née à Soukaras. Comment vos parents, votre père et votre mère, se sont habillés? Comment ils étaient habillés? À l'européenne, vous allez voir des photos. Pourquoi vous ne le mettez pas ici? C'est trop proche de ma bouche. Ça doit être vraiment. J'ai jamais les bons vêtements. Sauf ce, je ne suis pas sur caméra. Alors, à l'européen. Oui, à l'européenne, elle adorait, elle avait une... il n'y avait pas les magasins, hein, c'était une couturière. Et elle était toujours très, très élégante. Elle a toujours aimé bien s'habiller, bien pas. Enfin, elle était très, très élégante. Donc, je dirais, à l'européenne, là, il y avait la robe, mais elle était longue, la robe, hein, c'était pas des robes comme maintenant. Souvent le chapeau, lui, sur les photos en tout cas, il est souvent en costume avec un chapeau. Oui, mais je dirais à l'européenne, oui. Est-ce que votre frère avait une barbe ou une paillasse? Papa? Non, il était tout... Non. Il n'a jamais eu ni barbe, ni paillasse. C'était des juifs religieux, parce que chez nous, on gardait kosher. Et les hommes allaient à la choule, chez nous, dans ma famille. Et les femmes restaient à la maison, mais elles gardaient la maison kosher. Le samedi, elles ne faisaient rien. Donc chacun... Il y avait comme des rôles. Quand je vois aujourd'hui, hein, c'est totalement différent. Et chacun faisait bien son rôle. Mais très rare que les femmes allaient à la choule. Elles y allaient s'il y avait une fête, une bar mitzvah, et encore. Même les bar mitzvahs, les mariages, on faisait tout ça très souvent à la maison. Toutes les femmes de la famille cuisinaient. Enfin, c'était très différent. Très différent. C'était très maison, on va dire. Votre mère, elle a fait quelles études? Est-ce que vous en avez des informations? Je ne pense pas qu'elle soit allée très loin à l'école, et c'est dommage, parce qu'elle avait énormément de talent. J'ai trouvé plus tard. Elle aurait pu être dessinatrice, elle a fait de la couture même à Montréal, elle a fait de la broderie, vraiment, mais la femme ou la fille, on va dire, on l'instruisait pas tellement. C'était les parents, on grandissait, on leur donnait ce qu'il fallait pour être femme d'intérieur. Et puis après, il y avait le mariage. C'était une passation presque de parents à mari. Et comme je vous dis, maman, c'est pas que... Bon, je l'aimais beaucoup, mais c'est juste, même d'un point de vue extérieur, elle avait énormément de talent. Vraiment, vraiment. Et ici, comme je vous dis, là, à un moment, elle est allée dans des endroits où elle faisait, il y avait de la couture, haute couture, et elle brodait, elle mettait les jolis petits brillants, ou je ne sais pas quoi, là, en tout cas. Vraiment, mais non, elle n'avait pas de métier. Si, maman, cuisinière, nurse, whatever. Est-ce qu'elle cousait ses propres vêtements ou les vêtements des enfants? Elle cousait les nôtres. Elle avait, comme je vous dis, une couturière qui l'habillait fantastique, disons. Une fois qu'elle avait une robe, d'ailleurs, c'était une répétition, c'était juste les tissus qui changeaient, mais c'était toujours des draperies, vraiment des choses haute couture aujourd'hui, haute couture. Mais c'était la couturière. Mais pour nous, oui, elle nous a fait des petites robes, elle en a fait même à mes nièces, elle brodait, vraiment très jolie. Vous avez des frères et sœurs? Oui, en réalité, nous étions 4.
Je suis là. Non, il y a mon frère, mais il est dans une institution, dans une résidence. Il a eu un ACV moins chanceux que moi, et donc il est paralysé d'un côté entièrement. Donc la seule qui se tient encore sur ses pieds, c'est moi. Le nom de vos... Charlet. C-H-A-R-L-E-Y. Charlet. Il est né quand? Il est né en 46, oui, en 46, le 25 mars. Et les autres, leur Alors, nom et leur Claude, naissance? qui est décédé en Colombie-Britannique, c'était l'aîné. Lui, il était du 5 mai 35. Ensuite, il y avait moi. Ensuite, il y avait Chantal, ma sœur, qui est décédée aussi, qui était du 31 octobre 42. Voilà. Maintenant, je voudrais parler, bien que ça concerne la vie après la guerre, mais quand même, je voudrais parler un peu de la vie à Tunis, votre ville. Si vous pourriez un peu décrire le quartier où vous habitiez. Alors, le quartier où on habitait, c'était... Enfin, pour moi, c'était très beau. On habitait au 2e étage, balcon en pierre, pas du tout ce qu'on fait maintenant. Une rue qui partait de l'avenue Jules Ferry, dont je vous ai parlé, et qui s'en allait au fond, elle terminait au lycée Carnot, c'est-à-dire le lycée de garçons où sont allés mes frères. Il y avait chez nous, c'était juste locatif, mais en bas, il y avait ce qu'on appelait une imprimerie, c'est-à-dire il y avait quelque chose d'industriel, on va dire. Il y avait une cave, puisque c'est là que, quand il y a eu les Allemands, on descendait. Et il y avait le Hajj. Le Hajj, c'était le gardien, très généralement arabe, de la maison. Ça s'écrit comment, le Hajj? Je crois que ça s'écrit H-A-G-E ou J-E. C'est la traduction, ça doit être gardien, quelque chose comme ça. Et celui de la guerre, il nous avait dénoncé, je vous avais dit ça, aux Allemands. Donc ça, c'était ça. Mais il y avait de l'autre côté de la rue, c'était très différent d'ici. Ici, c'est très juste des locations. Là-bas, donc nous avions ça. En face, il y avait un café avec des chaises dehors ou à l'intérieur. Quand on marchait par là-bas, il y avait l'épicier, il y avait le boucher. Donc c'est une rue mélangée. Au coin, à un moment, il y a eu un magasin de tissus. Donc c'est très différent. Quand vous dites boucher, boucherie, est-ce que c'était une boucherie cachère, juive ou arabe? Non. Je pense que c'était arabe. Je ne me rappelle plus ça. Je me rappelle de l'épicerie surtout, parce que le beurre, il était sous cloche sur de la glace. C'était pas, il n'y avait pas de frigidaire. Hein. Il y avait aussi un petit magasin tenu par des Arabes, je crois, qui faisaient des genres... c'est comme des donuts, mais c'est des beignets qu'on appelle, qu'ils jettent en l'air, ils font frire. C'était la belle vie pour des jeunes, des enfants. Est-ce qu'il y avait... Est-ce que c'était... Il y avait d'autres appartements qui étaient résidentiels ou c'était surtout des commerces? Non. Ce qu'il y avait, c'est un peu comme à Paris, mais pas tout à fait. C'est-à-dire, en bas, les commerces, et ensuite, au-dessus, des appartements, 1, 2 ou 3, dépendant. Pas beaucoup d'étages, hein, pas 3 étages maximum. Il y avait, je sais, à Tunis, il y avait le quartier arabe, il y avait le quartier ou le ghetto juif, et puis il y avait les quartiers plus européens. Alors, votre quartier, ça s'inscrivait dans quel de ces trois? Alors, moi, je ne peux pas vous répondre parce que je ne me rappelle pas qu'il y avait des quartiers comme ça séparés. Oui, il y avait le quartier arabe où habitaient aussi des juifs moins fortunés. Parce qu'il fallait quand même. Il y avait le quartier juif. Moi, chez nous, c'était pas le quartier juif. Alors, c'est pas comme ici, donc je peux pas vraiment comparer. J'étais trop jeune. Après, je me suis fait dire par quelqu'un qui vient de Tunisie aussi que j'étais chanceuse et j'étais une bourgeoise parce qu'on habitait nous le quartier européen. Mais
À l'époque, pour moi, je ne crois pas. Je traversais l'avenue Jules Ferry. Mon père a travaillé beaucoup pour qu'on soit à l'école chez Notre-Dame de Sion, c'est-à-dire une école religieuse, et non pas à l'école civile, disons. Il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'instruction, de discipline, tout ça. Alors, mais c'était payant quand même, alors il fallait quand même le faire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, en partie. Qui étaient les voisins, qui étaient les gens qui habitaient dans votre rue? Dans notre rue, il y avait des juifs comme nous, avec lesquels on était familiers. Après, au-dessus, il y a eu des Français de France catholiques et qui ont acheté l'immeuble, très antisémites déjà. Ils venaient de la métropole, je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle pas de l'époque non plus. Il y avait, non, des Arabes n'ont pas habité chez nous jusqu'après l'indépendance de la Tunisie. Et là, il y en a eu qui sont venus. Donc, c'était des Juifs et des Français, finalement. À l'époque, je me rappelle. Et après l'indépendance, il y a eu des Arabes. Comme vous dites que la famille française était antisémite, comment vous savez quelles étaient les preuves? Les preuves, la façon dont elle nous traitait, Qui était de haut, je crois que j'avais dû entendre parler une fois ou deux. Je ne peux pas vous dire, ils étaient très riches, ils ont fait construire, c'était la terrasse presque, mais ils ont pris toute la surface pour leur appartement. Et n'ont jamais été familiers, alors que nous habitions donc au deuxième. En dessous, il y avait des bureaux, et très gentils, des avocats, enfin toutes sortes. En face, c'était une voisine juive aussi, avec qui on échangeait même de la farine si on avait besoin. Et eux, quand ils ont pris le haut, qu'ils l'ont construit, c'était l'ignorance totale de nos vies, de nos... ils disaient pas bonjour, vous savez, un peu comme ça là. Et non, c'était, je sais pas. Les magasins qui étaient, les cafés qui étaient au rez-de-chaussée, à la rue, oui. Oui, à la rue. C'était qui les propriétaires ou les... Alors là, je ne peux pas vous répondre. C'est possible que celui d'en face était un juif, mais je ne me rappelle pas. Les épiciers, la plupart, c'était des Arabes. Les choses là, les beignets, c'était des Arabes. Je ne me rappelle pas. Mais qui n'habitaient pas dans le quartier? Non, non, ils n'habitaient pas dans le quartier. Pas au début, hein, comme je vous dis, après l'indépendance, ça a été autre chose. Est-ce que vous savez quelles étaient les occupations typiques des Juifs dans le quartier, ou les Juifs que vous connaissiez, que la famille connaissait? Je sais pas. Ça devait être des commerçants, peut-être des enseignants, oui, il devait y avoir des enseignants, il y avait le lycée quand même, qui viennent de la métropole, mais ils vivaient quand même là, puisque à l'année longue, il y avait l'école. Des libraires, j'en ai connu des libraires. La rue d'après, il y avait quelques librairies. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Sur la grande avenue, il y avait des cafés. Hein. C'était un pays où on pouvait avoir des cafés, des pâtisseries, des chocolateries, tout ça. Donc, c'était presque tout le temps tenu pas par des Arabes, on va dire. Votre famille, comme votre famille était cachère, où est-ce que vous achetiez les choses cachères, la viande cachère, laitier? C'est une bonne question, ça. C'est drôle parce que je ne vois pas le problème. Il devait y avoir facilement de la boucherie cachère, probablement, mais c'était en dehors de moi. Alors, et c'est drôle parce que il y avait des personnes qui travaillaient à la maison pour, disons, comme on a ici une femme de ménage, on va dire, de temps en temps, pas toujours. Et c'était des Arabes qui aimaient beaucoup maman d'ailleurs, parce qu'elle était toujours le cœur sur la main. Donc ils venaient s'asseoir juste pour parler, vider leur cœur, et ils repartaient avec leur petit paquet.
donc on employait les Arabes. Et là, il n'y avait pas disons, tu es mon patron et je suis ton employé. Pas dans mes souvenirs. Il y avait une harmonie. Quand est-ce que ça a changé? C'est probablement là qu'on est parti, mais je ne me rappelle pas. Vous avez dit que votre mère parlait l'arabe. Oui. D'où elle parlait? D'où avait sa... Probablement d'Algérie et de Soukaras aussi. Alors, même si c'est un peu différent de l'Algérie et de la Tunisie, j'imagine qu'une fois qu'on apprend l'habitude, c'est une question de mots ou je sais pas, d'accent, je ne sais pas. Mais elle se débrouillait très bien en arabe. Et vous, où est-ce que vous parliez, vous et votre frère? Non, et sœur? moi, très peu de mots. Au début, à Notre-Dame de Sion, ils nous ont fait des cours d'arabe. Je me suis inscrite, donc j'ai peut-être fait quelques mois. Et puis après, ils ont arrêté. Alors, il y avait quelques familles, des filles d'arabes, parce que c'était juste filles à Notre-Dame. Alors, il y en avait avec qui j'étais amie, mais on parlait en français. Il y en avait qui commençaient déjà à être, pour l'indépendance, je dirais, très durs comme personne, avec qui je n'étais pas du tout amie. Mais j'étais très amie avec une ou deux. Mais hélas, c'est ce que je vous dis, vers l'âge de 16 ans, 17 ans, elles sont parties. Quand je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, on est fiancés, on va se marier. Donc, l'instruction s'arrêtait au mariage. Votre mère avec les domestiques qui étaient de la maison, elle parlait en arabe? Oui. Et est-ce que vous pouvez parler avec eux? Pas vraiment, non, des petits mots. Alors, on se faisait comprendre, mais on n'avait pas tellement affaire avec eux. C'est pas comme on voit au cinéma les domestiques et les enfants et tout ça. Non. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils faisaient les domestiques dans votre maison? Quelles étaient Alors, les tâches? on était quand même 4 enfants. Au début, il y avait aussi des adultes. Donc, ils faisaient la vaisselle, ils faisaient le parterre, ils faisaient les toilettes, il y avait affaire avec tout ce monde-là. Et c'est ça, mais pas la nourriture, pas des choses comme ça. Est-ce qu'il y en avait qui habitaient chez vous? Non, pas du tout. Non. Ils venaient le matin, ils repartaient selon ce qu'ils faisaient, quoi. Décrivez-moi un peu votre appartement, les pièces, combien de pièces, comment c'était meublé. Ah, ça, alors, il y avait la chambre à coucher des parents. Enfin, je vous dis ce que je me rappelle, avec le lit double, l'armoire. Il n'y avait pas de placard, hein, donc l'armoire, c'était ce qu'on appelait l'armoire à glace, parce qu'on ouvrait, je me rappelle, il y avait un grand miroir, il y avait plein de tiroirs, et il y avait aussi pour accrocher. Okay, alors ça, c'était elle prenait presque tout le mur. Le lit, c'est tout ce que je vois pour le moment. C'est la chambre des parents. Ça devait être la chambre des grands-parents avant, mais je ne peux pas vous dire. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait l'entrée. Ah, c'est pas terrible. Alors, on parlait, vous avez décrit la chambre à coucher il y avait des la parents. chambre à coucher. Ensuite, il y avait l'entrée. C'était quand on arrivait de dehors, il y avait comme une entrée, un petit carré qui donnait sur une fenêtre, qui donnait dans un vide, on va dire, un genre de cour jusqu'en bas. Et là, on pouvait voir les autres, les avocats, tout ça. Il y avait plusieurs fenêtres. Ensuite, il y avait la cuisine. Mais la cuisine, c'était vraiment tout petit, hein, même pas de quoi mettre une table. C'était l'endroit de faire la cuisine. On retraversait l'entrée pour aller à la salle à manger. Et là, c'était assez grand avec un grand balcon. Ensuite, il y avait un petit couloir. Au fond, il y avait les toilettes. À droite, il y avait une chambre qu'on appelait la bibliothèque parce qu'il y avait plein de livres. Et c'est là qu'après j'ai travaillé. Je crois qu'il y a une photo. Et de l'autre côté, c'était une chambre où on dormait, je crois, presque les 4. Ça m'est resté en tête, ça. Il y avait comme 2 lits, comme des lits banques, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Et de l'autre côté, la même chose. Alors, je crois qu'on dormait
tous les 4, les 2 garçons et les 2 filles. Jusqu'à 56, 57? Je ne me rappelle plus. C'est ça que j'ai gardé en tête, mais peut-être qu'après on a changé, je ne me rappelle plus. Vous avez dit qu'il y avait les toilettes, une salle de bain? Alors non, là au bout, c'était juste des toilettes. Anglaise? Qu'est-ce que ça s'appelle anglaise? Ben, je veux dire les toilettes à... Oui, avec la chasse, c'est ça, mais juste le bol pour aller aux toilettes. Et d'ailleurs, à un moment, on a eu aussi d'autres personnes, donc ils avaient acheté des pots. Vous savez, les pots, là, et on mettait les petits dans les toilettes, ça fait qu'il y avait 3 personnes en même temps. Et de l'autre côté, il y avait une chambre, et la salle de bain, c'est drôle. Elle partait d'une chambre, c'est comme ça que je la vois. Alors là, avec baignoire et un bidet, vous savez, mais le bidet français, là, qu'ils appellent, et le lavabo, voilà. L'eau courante, vous en avez? Oui, ça, l'eau. Et l'eau chaude aussi? Oui, il y avait un chauffe-eau, je crois. Oui, je crois. Et dans la cuisine, c'est comment que vous avez fait la cuisine? Quel type de cuisinière est-ce que vous aviez à l'époque? Alors à gaz, ça je me rappelle que c'était du gaz, c'est sûr. Maintenant il y avait une petite table, il n'y avait pas de comptoir, il y avait une petite table de travail, on va dire. Et comme la famille a été cachère, est-ce que vous aviez 2 lavabos, 2 sets de... Non, pas à l'époque. Pas à l'époque parce qu'on était cocheurs. On n'était que cocheurs. Ah oui, mais comme être cachère, vous devez laver le laitier et la viande dans 2 lavabos différents. On devrait avoir 2 sets oui, ça c'est vrai. d'assiettes et tout ça. Oui, ça c'est vrai. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais c'est vrai. C'est vrai. À moins que si on était cachère, il n'y avait qu'une chose, parce qu'on mélangeait certainement pas le beurre et la viande. Certainement pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Est-ce que vous aviez des comme set of dishes pour Pessah? Des quoi? Dishes, des choses des pour plats Pessah, différents pour Pâques. Oui. Je ne me rappelle pas non plus. Et on devait parce que pour Pâques, c'était normal d'essayer d'avoir quelqu'un qui ne pouvait pas avoir Pâques, même des étrangers. On a eu beaucoup, une personne qui était seule, elle était recommandée, donc qui venait, qu'on ne connaissait pas, mais pour Pâques. Donc on devait avoir. Mais je ne me rappelle pas, c'est bizarre hein, tout ça. Je ne me rappelle pas, mais peut-être qu'il y avait un buffet à la salle à manger pour la vaisselle différente, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des souvenirs de faire le hamad Oui, tout? ça on se rappelle parce qu'on le faisait, on cachait, puis on adorait avec la bouchie le soir tard de chercher. On comptait pour être sûr que si on avait mis 12, il fallait qu'on en retrouve 12 pour le brûler le lendemain. Alors ça oui, mais pas plus. Et d'où venait le matzah shmura? Il n'y avait pas shmura. Chez nous, il y avait juste un matzah qui n'était pas du tout comme ici, là, petit carré, et à plus le shmura. Nous, c'était rond, plein de trous et beaucoup plus épais. Et c'était avec ça qu'on faisait la prière aussi. Et c'est qui faisait le matzah à Tunis? Ça devait être pris à la synagogue, probablement, je ne sais pas. C'est qui faisait les courses chez vous? Qu'est-ce qui faisait les courses? Bah, un peu tous, parce que l'épicerie, moi, je pouvais. Je l'ai certainement fait, plus que ça, non. Mon oncle avait une boulangerie et maman faisait presque tout ce qui était pâtisserie, cuisine de four et des trucs comme ça. Et les Arabes qui étaient à rien faire, il y avait des avec leurs mains, mais ils étaient seuls, ils n'avaient rien. Alors, elle avait comme des planches et elle mettait dessus les choses crues, bien couvertes, et ils partaient avec à la boulangerie. Et là-bas, c'était cuit dans le four de la boulangerie. Quand c'était cuit, ils le ramenaient à la maison. Ça, c'est pour le pain, les gâteaux, tout ce qui est pâtisserie. L'épicier, c'était pour les légumes. Et aussi, on avait un marché. Maintenant, je me rappelle avec ma cousine. Et ça, elle adorait, elle. Et c'était le marché donc, de Tunis. Je le revois, mais je ne sais pas où il était. Mais c'était vraiment
presque comme à Paris, c'est-à-dire quand on allait avec ma cousine qui venait d'Algérie, c'était magnifique. Alors il y avait tous les légumes partout avec les gens qui vendaient. Il y avait le coin avec la poissonnerie. Et elle faisait des achats magnifiques. Je pense, mais ça je ne me rappelle pas, la section viande. En tout cas, on se baladait dans le marché parce que c'était vraiment, ça sentait bon. Mais tout ça, c'est vague. C'est comme je vous dis, ça vient. Comment ça se fait que je ne me rappelle pas plus que ça? Mais vous vous en rappelez quand même pas mal. Est-ce que le marché, c'était la même que la chouk ou non? C'est deux choses différentes. Que la choule? Chouk. Oh non, 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 c'était pas du tout. Non, c'était pas comme le souk. Au souk. Non, oui, oui. Non, le souk, je suis pas allée très souvent au souk. Pourquoi? Parce que d'abord, il y avait une grande porte qui faisait comme une séparation, ouverte, un peu comme à la ville chinoise ici. Mais aussi, et donc une fois que vous rentriez au souk, c'était plein de petites boutiques, très tenues la plupart par les Arabes. Et l'impression que j'ai en tête, c'est qu'on n'aimait pas trop que les jeunes filles aillent là-bas, parce qu'on ne savait pas. D'ailleurs, une fois, j'étais allée avec qui, je ne me rappelle plus, puis on est allé pour acheter quelque chose dans une boutique, et il nous a demandé pour nous montrer en arrière. Et puis on est allé, puis tout d'un coup quelqu'un est arrivé, puis il a dit « vous sortez tout de suite maintenant ». Et donc il y avait un manque de confiance entre, quand même, maintenant que j'y pense, entre les Arabes les Juifs et les Arabes. Là. Le marché alors, le marché disons de légumes et de fruits, ça c'était tenu par qui? Qui étaient les marchands? C'est possible, c'était des Arabes, mais c'est à l'air libre, hein, on se baladait dans les rues, quoi, un petit peu. Quels étaient les plats typiques dont vous vous souvenez qui étaient typiques juifs de Tunis? Ben, il y a toujours un petit peu d'oriental et d'arabe, parce que la base quand même, alors il y avait la pkeila, qui était un plat à base d'épinards grillés, viande, haricots, et ça c'est même, je dirais, avec des variantes de l'Afrique du Nord. Mais nous, c'était un petit peu transformé, évidemment, puisque maman venait d'Algérie, elle a fait un petit peu pour faire comme du côté de papa, alors donc ça je fais toujours. C'est un plat festif, parce que le vert, c'est porte-bonheur, et les épinards, c'est vert, surtout quand on les fait revenir. Alors il y a ça, il y a le... Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Donc là, il y a quelle là? Oh, je me rappelle plus. Il y a quelque chose à base de poulet que les enfants aiment, mais je ne me rappelle plus. Je ne dois pas le faire depuis longtemps. Oh, il y a le msoki. Le msoki, ça c'est tendance gibraltarien, Malte, mon père, quoi. Alors ça, c'est un plat à base de tous les légumes que vous pouvez faire. Tous. Et bien sûr avec de la viande, et on fait des petites boulettes, et on met des fois des fèves. Mais les séfarades, ils prennent encore des fèves et des haricots pour Pâques. Les Ashkénazes, pas du tout. Alors nous, on fait quand même ça. Le riz aussi, pour Pâques? Le riz aussi, on prend. Oui, le riz aussi, on accepte, alors que je ne crois pas que les Ashkénazes. Hein. Non, nous aussi, on fait du riz. Donc on faisait aussi puisqu'on ne peut pas mettre des pâtes, avec le riz, on faisait la minestra, c'est-à-dire c'est presque un kugel, mais avec de la viande, des œufs, alors ça saboure pour remplacer le pain. Quels étaient les plats typiques de Shabbat, au vendredi soir? Alors, le vendredi soir, on faisait tout avant, parce que vendredi, à partir de Shabbat, il n'y a plus de, comment on appelle, de feu, hein, jusqu'au samedi soir. On avait un petit appareil que j'ai jamais revu, qui gardait la chaleur. Alors maman, il y avait une mèche
qui était comme en tissu et puis qui restait allumé, mais sans grand feu. Alors, elle faisait à partir du mercredi soir, et après, quand j'ai grandi, je le faisais aussi. On appelait ça des nikitouches. Ne me demandez pas pourquoi. Nikitouches, c'était, on faisait la pâte nous-mêmes, et puis moi, je faisais comme ça, et puis ça tombait, c'était comme du riz, mais c'était à base de pâte. Et elle faisait un bouillon de poulet, avec des morceaux de poulet. Elle prenait la peau entière du poulet, et elle faisait un mélange de légumes, d'œufs, de trucs comme ça, qu'elle farcissait, puis elle cousait. Alors ça faisait à nouveau le poulet, mais avec autre chose, qui fait que quand elle le mettait à cuire, le samedi, on le coupait, et ça faisait comme des tranches de salami, mais à base de viande et œufs. Et... oh, c'était bon. J'ai jamais refait ça, parce que rien que pour cool, le poulet, c'est pas marrant. Alors il y avait ça, il y avait les nikitouches, alors il y avait le bouillon de poulet avec la poule et les nikitouches et la minestra, on avait à manger. Hein. Et ça, c'était le vendredi soir? Vendredi soir et samedi aussi. Samedi, comme je vous dis, ce petit appareil, la garnait chaud, ça fait quand papa et les hommes plus tard revenaient de la choule, c'était quand même un repas chaud, même que c'était samedi midi. Est-ce que les courses que la famille faisait, est-ce qu'on devait faire les courses chaque jour ou est-ce qu'il y avait une sorte de réfrigération? On n'a pas eu de frigidaire presque pendant longtemps. Je me rappelle quand il est venu, il était d'ailleurs dans la salle à manger et on était un des premiers à en avoir. D'ailleurs au début, ce n'était pas un frigidaire, c'était un icebox, je ne sais pas comment on appelait ça. Une glacière, voilà, une glacière. Donc il y avait le marchand de glace en bas et on commandait, il avait les grands trucs, là, il cassait ce qu'on voulait. Et donc on a eu la glacière, ce qui était déjà pas si mal. L'eau, on avait des gargoulettes, c'est-à-dire c'est comme un pot de fleurs en terre. Je ne sais pas si vous en avez vu des gargoulettes, si vous êtes allé dans le désert avec les Arabes. Et on remplissait d'eau qu'on faisait couler, puis on le mettait sur le bord de la fenêtre, et ça gardait la fraîcheur, même en été. Mais en été, on fermait les volets, enfin, on avait tout un système pour que ça reste frais, parce que c'était chaud quand même en été. Et alors, ça veut dire que vous deviez faire les courses chaque jour et la cuisine chaque jour? On ne pouvait pas garder, j'imagine, les... Non, pas vraiment. Après, quand on a eu la glacière un peu. Mais non, la femme, elle était à la cuisine tous les jours, vous avez raison. Mais à nouveau, je dis, oui, vous avez raison, mais souvenir, non. Qui faisait la lessive chez vous? C'était la dame qui travaille pour nous. Et où ça se faisait? Sur la terrasse. Parce que les terrasses, là-bas, c'était plat. Et chacun avait comme une petite buanderie, si vous voulez, là-haut. Et donc la terrasse, elle montait vraiment faire la lessive comme à l'époque. Si par exemple il y avait des draps, il y avait comme un chaudron avec de l'eau bouillante qui était trempée dedans. Puis après, ils tapaient dessus avec un... J'ai eu pendant longtemps le bas-tapis, là. Et puis après, les draps, où on les accrochait sur des fils, ou même des fois juste comme ça, par terre, sur la terrasse, pour que ça sèche. Ça, je me rappelle, parce qu'il y a aussi, je crois, une photo sur la terrasse. Magnifique. Parce que on avait le droit, mais il fallait faire attention, parce que quelqu'un était tombé une fois de la terrasse. C'était pas très... Ça arrivait ici, alors on pouvait vraiment tomber. Vous avez mentionné qu'il y avait une bibliothèque dans notre maison. Dans votre maison. Quelle sorte de livres est-ce que vous aviez eu? Oh, on avait toute la série de Victor Hugo, les anciens, comment il s'appelait l'autre? Enfin, des livres de lecture anciens, mais des grands auteurs. Et après, ça s'est rempli tout doucement par nos livres scolaires, avant qu'on fasse des échanges. Quand c'est venu le temps d'aller plus haut dans les études, alors on vendait nos livres à l'année d'en bas, et puis nous, on achetait ceux d'en haut. Donc c'était des bons livres. Mais hélas, je l'ai beaucoup laissé, parce que c'est dommage, j'en ai que quelques-uns là. Parce que vous savez, quand on part comme ça, loin, on ne sait pas où on va,
prend le minimum, alors que finalement on aurait pu prendre beaucoup plus, beaucoup plus. C'est qui lisait dans la famille? Je crois qu'on lisait tous. Moi, je lisais, c'est certain. J'adorais lire. On avait une très belle radio ancienne, là, en bois, vous savez. Et là, ils faisaient différemment d'ici, c'est-à-dire on n'avait pas de télévision, bien sûr. Donc la radio, j'adorais ça. Ils avaient une fois par semaine une pièce de théâtre qu'ils transmettaient à la radio. Et moi, je m'asseyais à côté et je vivais au théâtre, carrément. Parce qu'ils parlaient des... D'ailleurs, j'avais fait une dissertation et j'avais eu un prix énorme. Ils parlaient des changements de décors tournants. Et ce que j'ai trouvé, c'est que la radio vous laissait plus d'imagination. Alors, on pouvait rêver, ajouter des choses que la télévision. Moi, j'adorais ça, en tout cas. Alors, moi, c'est sûr que je lisais. Et je lisais aussi des romans, peut-être je ne devrais pas, certains que j'aurais peut-être pas dû. Mon frère, peut-être un peu moins, il était plus sportif. Chantage, c'était l'artiste. Alors, je ne me rappelle pas ce qu'elle disait, mais elle était très bavarde. Et Charlet, il n'a pas grandi là-bas, vraiment. Et vos parents, est-ce qu'ils lisaient? Non, je ne me rappelle pas les voir lire. C'est comme s'ils n'avaient pas le temps. Maman, elle était toujours à la cuisine, en faire à manger, s'occuper de nous, tout ça. Et papa, il était dehors. Donc je ne me rappelle pas, peut-être le journal, mais je ne me rappelle pas. Est-ce qu'il y avait des journaux qui entraient dans la maison régulièrement? Pas comme ici, qu'on peut s'abonner. Je ne me rappelle pas. Mais probablement, mais ça, je ne me rappelle pas. Parlant des livres et du théâtre, est-ce que la famille faisait des sorties culturelles dans la vie? Dans la ville, je veux dire. Pas vraiment, mais nous, oui, en tant qu'élèves de Notre-Dame de Sion, il y a eu la troupe qui venait de France, de Jacques Villard, je crois, qui était une grande, grande troupe de théâtre, d'ailleurs avec ce très grand, comment qui s'appelait? Oh, un très beau jeune homme qui est mort très jeune. En tout cas, je ne me rappelle plus. En tout cas, il y avait des grandes troupes de Paris qui venaient à Tunis. C'était quand même un protectorat, hein. Donc on avait la même éducation, instruction, et presque toujours on y allait, nous, en tant qu'école. Mais en tant que parents, je ne me rappelle pas les voir aller au théâtre. Je ne me souviens pas. Cinéma? Cinéma, moi j'allais avec ma sœur, maman avec moi de temps en temps, papa pas vraiment non plus. Quelles étaient alors, disons, les activités familiales que vos parents faisaient avec vous? Est-ce qu'il y en avait? Oui, il y avait, c'était les fêtes. Le samedi, si disons on allait se retrouver sur l'avenue Jules Ferry ou alors dans une des maisons, bavarder, ou dehors au café, des choses comme ça. C'était plus des choses à l'extérieur, mais pas des, je ne me rappelle pas des grandes réunions, vraiment. Des vacances, est-ce qu'il y avait des vacances avec les parents? Je ne me rappelle pas non plus. Je me rappelle de vacances où je suis partie avec mes cousins et une tante en Algérie, justement. Je me rappelle d'une autre fois où on est allé, pas loin de la minoterie, là, où il y avait, vous savez, les pâtes et tout ça. Et j'avais beaucoup aimé parce que ça m'avait marqué dans le sens, je m'étais dit, quand je serai plus tard, je serai fermière. Je voulais être fermière, j'adorais les animaux, la ferme, tout ça. Non, il n'y a pas eu tellement de vacances. Le seul aussi où je me rappelle, c'est... non, moi, j'y suis pas allée. C'est quand papa et maman sont partis en Corse avec Charlet, parce que c'était le dernier. Mais moi, j'étais restée à Tunis en charge avec mon frère. Et je ne me rappelle pas vraiment de vacances avec mes parents. Les seules vacances qu'on a eues, c'est quand on est parti au Canada. Et papa, il a dit, on va rester une semaine à Paris. Il dit, parce qu'après ça, on ne sait pas quand on revient. Et donc là, vraiment, j'ai revu des amis qui étaient partis depuis longtemps. Je suis allée à Versailles. On s'est vraiment baladé dans Paris. Et puis on est parti au Havre. Et on a pris le bateau. Bye bye, comme ça.
Vous avez dit que votre famille était traditionnelle en termes de religion. Ouais. Votre père allait à la synagogue. C'est quelle synagogue qu'il allait et que vous alliez pour les fêtes? Je ne me rappelle pas du nom, c'est ça que vous voudriez? Où c'était? C'était loin? Est-ce qu'il allait à pied? Non, c'était pas loin. Oui, il allait à pied. Il allait à pied. Je crois que c'était pas loin, peut-être 2, 3 rues. Mais je me rappelle pas tellement, c'est drôle. Hein. Je me rappelle plus ici. Est-ce que vous avez quand même des souvenirs de cette synagogue? Comment c'était? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, je vois plus l'église devant laquelle on passait. Et la synagogue, je ne me rappelle pas, elle devait être toute petite. Je me rappelle juste de la fin de Yom Kippour, parce que là, on allait, quand ils mettaient le tal sur la tête à la fin pour la bénédiction du Père. C'est le seul moment où, en tant que fille, on y allait. Nous, on est du côté femme, il n'y avait pas tellement la synagogue. Même pas pendant Purim ou... Non, non, non. Purim, ça ne me marque pas, par les gâteaux qu'on échangeait, les trucs comme ça. Non, non. Quelle était votre fête préférée comme enfant? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas, vraiment, non. Et est-ce que vous savez est-ce que vous avez des souvenirs d'avoir des coutumes différentes des coutumes d'ici, des coutumes plus ashkénazes? Vous voulez dire des coutumes séfarades? Oui, religieux. Bah, comme je vous dis, c'était surtout Pâques et qu'est-ce qu'il y avait l'autre? Je ne me rappelle plus. Non, je ne me rappelle pas. Je sais ici, j'ai eu jusqu'à 32 personnes pour Pâques et tout ça au début, quand j'étais plus jeune. Mais je travaillais aussi, donc c'était fatigant. C'était un autre genre de vie, vraiment. Je me rappelle quand j'ai fait le premier grand Pâques, parce que automatiquement vous avez des images en tête de votre enfance, mais j'ai travaillé, j'étais crevée quand est arrivé le soir du Seder, et mettre toute la table et faire à manger, et vous n'avez pas l'aide qu'on avait là-bas. Je ne l'ai pas refait souvent. Après ça, c'était plus juste le tout petit cercle. Mais celui-là, je ne sais pas si vous avez une photo, 31 personnes, c'est quelque chose. Hein. Et quand vous étiez enfant, est-ce qu'il y avait, par exemple, pour le Seder, est-ce que c'était juste la famille, vos frères et sœurs, ouais. Père-mère, ou est-ce qu'il y avait aussi les relations qui venaient? Non, c'était plus nous, seuls, avec si quelqu'un était seul, ça c'est évident, et même toujours cette idée qu'il faut absolument demander si quelqu'un est seul aussi, qu'on ne connaît pas. Mais autrement, c'était plus juste entre nous. Le Shabbat, est-ce que vous aviez des invités? Non plus, non. Est-ce que votre père a jamais ramené quelqu'un de la synagogue? Non, pas vraiment. Non. Parce que tout le monde se connaissait, c'était pas énorme, hein, alors chacun rentrait chez soi, et voilà quoi. Qui étaient les amis ou disons le cercle social de vos parents quand vous grandissiez? C'était la famille. Aussi loin que je me souvienne, c'était la famille. Je me rappelle de mon père, comme je vous ai dit, il était associé avec quelqu'un. D'ailleurs, je ne suis pas sûre s'il était juif et qu'il aimait beaucoup, donc je dirais que lui faisait un peu son ami. Papa était très connu et apprécié de presque tout le monde. Moi, j'avais une amie dont les parents étaient catholiques. C'était Notre-Dame de Sion, évidemment, d'où je l'avais connue. Il s'appelait Tabonne, qui était d'origine maltaise, oui, je ne sais pas. Et papa connaissait bien le père. Et moi, je fréquentais la fille. Mais ça n'allait jamais aussi loin que... peut-être c'était mon caractère, hein, je ne peux pas dire. Mais aussi, il n'y avait pas tellement de mélange à la maison. Okay. Moi, mes petits-enfants, s'ils ont des copains, je vais leur dire de venir avec eux, quelle que soit leur origine.
c'était un peu différent, comme je vous dis, c'est vague, mais il n'y avait pas de mélange, pas vraiment. Ça veut dire que les gens ne se rencontraient pas chez eux? Non, dans la rue. Même avec les relations? Les copains de l'école. Non, je veux dire avec la famille, vos tantes. Ah non, la famille, on allait les uns chez les autres, mais on se retrouvait juste comme ça, à moins que ce soit une fête. Oui, je me rappelle des bar mitzvahs, je me rappelle des fêtes. Là, c'était chez l'une ou l'autre, selon où c'était, quoi. Mais dans tous les jours, c'était pas très souvent que vous rassembliez? Non, parce qu'on était, disons, comme c'était à l'extérieur, disons, nous on était sur le balcon, puis il y en a une qui passait pour aller acheter quelque chose, elle appelait, alors on faisait bonjour, comment ça va, où tu vas, c'était... Non, on se parlait de en bas à haut. Pas de repas ensemble, pas de jouer aux cartes? Je me rappelle pas de tout ça. Je m'en souviens pas. Alors peut-être ça avait lieu, mais je m'en souviens pas. Et les enfants, disons, vos amis de l'école, est-ce que vous vous fréquentiez chez vous ou c'était... C'était plus à l'école. Oui, à l'école plus, mais pas tellement à la maison. Je me rappelle une ou deux fois chez cette famille Tabonne, ils nous avaient invités, c'était déjà, on était plus grands, je connaissais pas grand-chose. Papa, il voulait pas qu'on reste passer une certaine heure dehors. Et donc, il avait fallu que le père nous raccompagne. Non, il était sévère, mon père, quand j'y pense. Non, pas vraiment. Comme je vous dis à nouveau, Chantal, ma sœur, était beaucoup plus sociable. Alors, je l'ai vue qu'elle restait dehors avec des copines, mais pas tellement chez les gens non plus, mais au coin de la rue, alors il fallait l'attendre. Mais disons... je ne me rappelle pas dans les maisons tellement. Est-ce que votre famille était, disons, intéressée aux politiques? Est-ce qu'il y avait un intérêt politique ou sioniste, politique juive dans la famille? Non, non. C'est bien que vous me demandiez parce que la voisine, sur le palier, là, on était deux portes, et elle était du côté, on va dire, communiste. Okay, ça je savais parce qu'on me le disait, hein, autrement, mais très gentil et tout ça. Et sa nièce était une des premières à être partie en Israël. C'était encore le début, donc il y avait les colons, mais il n'y avait pas Israël encore. Et elle était partie et elle nous racontait comment c'était fantastique. Ils étaient dans les champs, ils faisaient... Pour nous, c'était du chinois. Hein. On était... Non, pas vraiment du tout. C'est par elle qu'on a eu plus d'ouverture de ce côté-là. Maintenant, avant de parler de vos études, je voulais parler quand même parce que ça vient en temps de la guerre. Je sais que vous étiez très jeune, mais je me demande si vous entendiez même plus tard parler de vos parents, de toutes les mesures anti-juives qui étaient introduites à partir de 40-41 à Tunis, comme... il y avait les commerces qui étaient pris, il y avait le recensement, il y avait des restrictions pour aller à l'école. Est-ce que je me demande si vous en avez eu des... Pas chez nous. Pas chez nous. Chez nous, je pense que je vous l'ai dit, que la seule chose qui m'est restée, c'est l'occupation allemande a duré peut-être une semaine. Et ils ont dû repartir dès que Montgomery est descendu du désert. Donc, ils sont partis aussi vite qu'ils pouvaient parce que les autres arrivaient derrière. Ça, c'est la chose qui m'est restée. L'autre chose, à nouveau, je vous le dis, aussi bien que c'est venu par quelqu'un ou c'est ça qu'on m'a dit, ou je ne pense pas que je m'en souvienne moi-même, c'est qu'on a descendu, dès qu'il y avait un bombardement, tout le monde descendait à la cave et c'était comme tout le bas, un sous-sol mais immense de l'immeuble. Et qu'une fois, on a été dénoncé, puisque les Allemands sont venus, par le Raj, le gardien, qui était collaborateur finalement, et que, toujours qu'on m'a dit, quand ils sont venus, ils n'étaient pas nombreux hein, pour nous venir chercher les hommes, il y a mon oncle qui était un géant comme le golem, voilà, on l'appelait le golem à la fin parce que quand ils l'ont vu se lever et s'avancer un peu, ils ont dit je vois qu'il n'y a que des enfants, puis ils sont partis. Donc, par sa présence un petit peu bizarre, on a été sauvés aussi. Après ça,
mon frère Dixit, on a déménagé parce que maintenant on savait que là, ça devenait dangereux. Donc on est parti chez mon autre oncle qui habitait beaucoup, beaucoup plus loin, au Belvédère, c'est-à-dire c'est comme la montagne, on va dire. Et là, on est resté, et quand il y avait des bombardements, on était dans les tranchées. Je m'en souviens pas. Mais c'est Claude, mon frère, qui me le disait. Et ça faisait un peu plus peur, hein, parce qu'on est à l'air libre dans les tranchées. Et c'est à peu près tout. Et après ça, c'est tout. Mais il n'y avait pas que des Arabes qui collaboraient quand même. Il y en avait aussi qui étaient avec nous. Et donc, il y avait des mots qui se passaient que... Fais attention, là, il va y avoir une descente ou il va y avoir quelque chose. La seule chose aussi que j'ai entendue, c'était un neveu à papa, je pense, et son copain qui avait été arrêté, et apparemment, ils ont réussi à s'évader. Ne demandez pas ni comment ni pourquoi. Et après, on n'en a pas entendu parler pendant longtemps. Et après, ils étaient vivants quelque part. De la même manière, il y a une nièce de mon père dont toute la famille a été tuée parce que l'immeuble a été bombardé, volontairement ou non, je ne peux pas vous dire. C'était à Ferryville, là-bas. Et elle a été un peu brûlée, mais je me souviens de cette histoire parce que quand elle s'est mariée, c'est à la maison chez nous. Parce que mon père était très près de cette famille, donc il ne l'a pas prise comme une fille, mais disons, il était à la protéger un peu. Donc il y a ça aussi dont je me souviens. Mais de la guerre, Percé, non, c'est à peu près tout, je crois, que je peux vous dire. Est-ce que vous avez quand même, disons, des souvenirs ou comme des mémoires sensorielles ou la peur, les sirènes, des choses comme ça que quand même un enfant en bas âge peut... Ben moi, j'avais pas la peur, personnellement aussi, parce que comme on était presque tous réunis par la guerre, la maison, mon père, il y avait plusieurs familles ensemble, chez nous, à la maison de mère, on va appeler, de ma grand-mère. Les sœurs de mon père, et il y en avait qui étaient enceintes, il y en avait qui venaient d'avoir des enfants. Donc quand on était là, même qu'il y avait la guerre, nous on était heureux les enfants. C'était comme un playground. Et quand il y avait la sirène, tout le monde, maman, c'est tout juste si elle claquait pas des gants, il y avait une qui était enceinte, on avait peur qu'elle accouche en des enfants, on courait tous à la cave. Mais nous les enfants, on avait les parents, donc on était protégés dans nos têtes. Et en plus, on avait un jardin d'enfants. On avait tous nos cousins, des gens donc, je ne me rappelle pas de la peur, juste la peur de voir les parents avoir peur. C'est tout. Mais autrement, pas moi, Percé. Est-ce que ça vous a quand même marqué de voir la peur, de votre mère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a resté? Peut-être, sans le savoir. Je sais que j'ai eu cette grande peur quand on était à Tunis et qu'il y a eu la déclaration d'indépendance de la Tunisie. Et là, ils sont descendus dans la rue comme une mer de gens. Ils retournaient les voitures. Il y avait probablement des gens qui étaient pour des agitateurs, je ne peux pas dire, parce que je ne crois pas que tous les Arabes étaient heureux quand même de ça. Mais là, on était au balcon et on a vu arriver, et papa, il a dit « rentrez et fermez les fenêtres, fermez les portes ». S'il y en avait un qui avait décidé de monter, on était foutus. Mais là, je peux dire que maman, elle a eu très peur, mais même moi, je sentais que je tremblais à l'intérieur. J'étais plus grande aussi. Mais disons, bon, il n'y a pas eu de... Peut-être qu'il y en a eu, mais je ne sais pas. Des dégâts. Vous m'avez dit aussi que Henri, le frère de votre mère, lui, il était dans un camp de travail, non? Ben oui, c'est lui avec son copain qui se sont évadés. Quand je vous ai dit tout à l'heure, et où est-ce qu'ils sont allés après, je ne peux pas vous dire. Mais ils avaient été attrapés, ils se sont évadés, et après ils ont juste caché. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a réapparu les deux.
Est-ce que vous savez s'ils étaient pris dans la grande rafle en décembre? Parce qu'il y avait un rafle. À Tunis? Oui. Je ne peux pas vous dire, je ne me rappelle pas. Je me rappelle juste que quand ils ont dit qu'ils avaient été prisonniers, et après, quand ils ont dit ils se sont évadés, on ne sait pas où ils sont, c'est ça que j'ai gardé. Est-ce que vos parents, est-ce que vous en avez jamais parlé en famille de comment les Français et les Arabes traitaient les Juifs pendant la guerre et pendant l'occupation? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et j'ai posé la question une fois avec mes petits-enfants, on leur a parlé de l'Holocauste, mais c'est pas tellement enseigné d'une manière très précise. Alors, et moi, je m'en souviens pas assez. Je sais pas. Je sais pas. J'ai parlé avec beaucoup d'amis. Il y en a certainement qui vous ont parlé. Micheline, vous allez avoir Marie, qui a tout à fait une expérience différente. Mais c'était quand même pas l'Allemagne. C'était pas la France non plus. C'était quand même un endroit relativement sécure, c'est pas français, mais en me retournant vers tout ce que j'ai entendu en venant au Canada, mon beau-père qui venait de Russie, d'autres qui venaient de partout, on n'a pas été autant abîmés, si on veut dire. Il y a eu beaucoup, mais c'est pas comparable. C'est pas comparable. Vous avez commencé l'école après l'occupation, entre 43 et 44, je crois. Moi, je suis née 38. 38 et 8, ça ferait quoi? 46. 46. C'est après, je dirais. Je dirais après parce que avant, ça aurait été vraiment la petite école. Je m'en souviens pas. Donc, c'est à partir de 8 ou 10 ans que j'étais à Notre-Dame de Sion. Et c'est ça, oui. Il y avait aussi l'école de l'Alliance universelle israélite. Pourquoi votre père a choisi une école catholique et pas une école juive, quelqu'un qui était religieux? Est-ce que vous savez? D'abord parce que l'Alliance juive catholique, l'Alliance juive, d'abord elle était très très loin de la maison, ok? Et ensuite parce qu'il voulait une éducation la meilleure, on va dire, en tant que vraiment instruction et l'apprentissage. Il savait que mon but, à l'époque, je voulais être vétérinaire. Et donc, il a essayé de trouver l'instruction la meilleure. À Notre-Dame de Sion, il y avait les sœurs qui enseignaient, bien sûr, mais il y avait aussi des profs. Comme mon professeur de latin, c'était une Française qui avait vraiment très très excellente. Mon professeur de grec, la même chose, c'était un homme à Notre-Dame de Sion, aussi un excellent. Donc il y avait, disons, on va dire entre guillemets, je pense, pour lui, une meilleure qualité d'instruction. Et c'est ça qu'il voulait. Mais je trouve c'est intéressant quand même que déjà dans votre génération, la génération de vos parents, c'était important d'éduquer les filles, tandis que une génération... Pour mon père, il a essayé que ses sœurs aient quelque chose. 2 de ses sœurs, elles ont eu un diplôme de commerce. Une qui a pu, d'ailleurs, quand son mari est décédé à la boulangerie, elle a pu se débrouiller grâce à ça. Une autre, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu aussi. Donc, mon père était assez exceptionnel, peut-être parce qu'il n'avait que des filles, et qu'il s'est dit, il faut qu'elle ait quelque chose dans les mains. Je ne peux pas répondre, parce que tout ça, on n'en a pas parlé. Mais après, dans les petits mots qu'on entendait, j'ai compris que oui, lui, il voulait que les filles soient, entre guillemets, comme les garçons, qu'ils aient en main de quoi se débrouiller dans la vie. Mais ce n'était pas comme ça partout. Comme je vous ai dit, en général, vers 16, 18 ans, c'était le mariage. Où était l'école par rapport à votre maison? C'était à distance? Alors, Notre-Dame de Sion, il fallait traverser l'avenue Jules Ferry, je dirais un quart d'heure à pied si vous marchez comme il faut, quoi. C'était pas très loin. Et vous pouvez y aller toute seule? Ah oui.
Oui, oui, pas, je ne sais pas à quel âge j'ai commencé, mais j'allais seule. Et le lycée Canot, quand je vous ai dit, c'était à la fin de la rue, donc pour mon frère aussi. Ça, c'était au lycée public. Le lycée Carnot de mon frère, c'est public, mais c'était juste pour les garçons. Hein. Oui, oui, mais qui ne devait pas payer. Non. Non, non, le lycée Carnot, c'était public. Qui étaient vos camarades de classe? Évidemment, il y avait des filles catholiques. Qui étaient les autres? Alors, il y avait quelques juives, pères, avocats, ou différents de nous, déjà un petit peu plus haut sur les chaises monétaires en tout cas. Il y avait des arabes que j'ai perdus en cours de route puisqu'elles se sont mariées, de familles riches aussi, très riches. Et le reste, c'était des personnes comme moi. Il y avait beaucoup d'Européennes catholiques, dont un groupe était, les parents étaient des Français de France et de la métropole. Il y en a qui étaient déjà... Est-ce que c'était la guerre C'était quelle guerre? Il y avait une guerre parce que je sais qu'une des filles m'était tombée dessus d'un air de dire son père est en train de se battre, on ne sait pas si on le reverra. Moi j'étais un peu innocente, donc... alors c'était surtout des catholiques, jeunes filles, et là on sentait, je ne sais pas comment vous dire, quand même, on va dire l'antisémitisme dans ce qui couvre tout ce qui n'est pas catholique. Même les Arabes, les Juifs et tout ça. Il y avait, donc ça venait quand même de quelqu'un, il fallait que ça vienne des parents, je ne vois pas autrement. Voilà. Alors, comment était la relation entre ces trois groupes, arabes, juifs, catholiques? Moi, j'en faisais pas partie de la relation. J'étais l'école, la maison. Les Arabes se tenaient entre elles. Je dirais que les catholiques, la plupart du temps, se tenaient entre elles, sauf quelques-unes qui étaient peut-être plus larges d'esprit. Et les juives, on n'était pas si nombreuses. Alors, il y en avait une ou deux avec qui on se voyait un peu en dehors, mais pas socialement vraiment. Enfin, comme je vous dis, je ne sais pas si c'était nous ou moi. J'avais pas vraiment de groupe social. J'en ai eu ici un peu plus, mais je n'en avais pas. Chantal un peu plus, mais comme elle était plus bavarde aussi, elle était marrante. Dans votre classe, par exemple, il y avait combien de juifs? D'élèves? Oh, d'élèves et des juifs, oui. Oh, je ne me rappelle pas. 2 pour sûr, plus moi ça fait 3. Mais je ne vois pas tellement plus. Et les Arabes dans votre classe, combien? Alors les Arabes, je verrais peut-être 5, quelque chose comme ça aussi. C'était vraiment majoritairement des catholiques françaises? Oui, françaises. Comment étaient les enseignants? Est-ce que vous sentiez quelque chose de racisme chez les enseignants? Il y avait des enseignants, les sœurs, ma mère, enfin on les appelait comme ça, les sœurs. Non, pas spécialement. Comme je vous ai dit, latin, grec, français, enfin tous les professeurs extérieurs, disons, à la congrégation, non, pas chez les professeurs, certainement pas chez Madame Labatte, qui était latin et grec. Elle était un free spirit, comme on dit, et puis... est-ce qu'il y avait d'autres enseignants? Je ne me rappelle pas. Non, je pense que s'il y avait un peu d'anti quelque chose, c'était plus chez les élèves, à travers les parents, à mon avis. Hein, mais... Et de la part des élèves arabes, est-ce qu'il y avait... Non, à part ce gouche que je vous ai dit, dont je vous ai parlé, qui a commencé un petit peu après pas la libération, mais là. Et alors, c'était des gens qui avaient un peu plus d'idées politiques en tête. C'était une autre génération d'Arabes. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus d'ailleurs, ils ont dû partir, je ne sais pas. Et disons par exemple, après la naissance d'Israël en 1948, est-ce qu'il y avait des répercussions à l'école, ou même en dehors de l'école, que vous Je ne m'en souviens souvenez? pas du tout, hein. C'est drôle, pas du tout. Non.
vraiment pas. Vous êtes allé à l'école jusqu'à quel âge, à cette école, Notre-Dame de Sion? Alors, ben, j'ai quitté parce que j'ai dû quitter. Je suis allée à Notre-Dame de Sion jusqu'au baccalauréat, le deuxième en philo et maths LM parce que je voulais être vétérinaire. Et l'année où où nous sommes partis, j'avais commencé l'université en botanique, enfin tout ce qui est sciences expérimentales pour me diriger, comme je vous ai dit, vers les sciences et le vétérinaria. Et là, j'ai quitté au milieu. Et donc, on est arrivé au Canada au printemps. Et je suis allée direct, j'avais une recommandation à Notre-Dame de Sion sur Queen Mary. Et puis là, moi, je voulais toujours être vétérinaire, mais papa m'a dit, prends d'abord quelque chose qui te permette de travailler. Donc, j'ai fait l'école de sténo dactylo. C'était je crois, sur Sherbrooke, je ne me rappelle plus. Et j'ai donc commencé à travailler dans une manufacture sur Debululion, je me rappelle maintenant. Je ne suis pas restée longtemps. Et après, il y avait quelqu'un qui travaillait chez Henry Morgan, l'abbé à l'époque. Donc elle m'a recommandé là-bas. Et là, j'ai commencé à travailler dans le bureau. Et là, il y avait, je ne me rappelle plus son nom, mais c'était une importée d'Allemagne qui était en charge du bureau, et elle m'avait dit qu'avec mes connaissances, il ne fallait pas que je reste à rien faire et que je devienne éventuellement à sa suite, quoi. Mais entre-temps, elle n'était pas contente d'ailleurs, je me suis fiancée, je me suis mariée, donc j'ai laissé tomber pendant un moment. Avant d'arriver jusque-là, je veux quand même parler un peu de la Tunisie d'après-guerre, après 48, comme cette période entre 45-48 et 56, la création, l'indépendance, oui. Comment est-ce que la vie ou les relations entre les Arabes, les musulmans et les Juifs ont changé pendant cette période de 12 ans? Je ne peux pas vous dire. Honnêtement, je ne m'en souviens pas du tout. Je ne me rappelle pas que ça m'a affectée, excepté, je crois que je vous ai mentionné déjà une fois qu'il y a des maisons qui se sont vidées dans d'autres rues parce que les gens sont partis, justement, ceux qui ne voulaient pas de l'indépendance des Européens. Et par contre, jamais on a eu des appartements avec des Arabes. Et là, on a commencé à en avoir. On a d'ailleurs été visité par de jeunes femmes dont la famille venait de déménager, qui avaient un frère, et qui sont venues nous dire bonjour. Très gentils, on n'a rien à dire. Mais c'est là que mon père a commencé à se dire que là, il fallait faire quelque chose parce que, on va dire d'une manière raciste, je le dis, c'est eux maintenant les gens de là, et s'il demandait la main de sa fille, il dit je ne pourrais pas leur dire non maintenant. Et donc c'est là qu'on a commencé à penser à partir. Pourquoi votre père penserait qu'un musulman voudrait marier un juif? Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'abord, ils étaient confinés au souk. Ensuite, ils sont venus tout doucement. Après tout, c'était leur pays. Une fois qu'ils sont venus indépendants, ensuite, ils sont venus habiter là où habitaient les Juifs, en face de chez nous. Ensuite, ils sont venus nous dire bonjour, qu'on se fréquente et des trucs comme ça. Le prochain pas, pourquoi pas dire j'aimerais bien sortir avec votre fille. On ne sait jamais. Non. Lui pensait toujours à l'avance. Il pensait plus loin que l'immédiat. Et c'est là qu'il a dit, là, on plie bagage. D'ailleurs, tout le monde s'est moqué de lui. Qu'est-ce que tu as? Tu pars. On est parti relativement tranquille. Relativement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est parti
sans avoir trop peur qu'on nous arrête à la douane ou ailleurs. On avait quelques bracelets en or, mais on était couverts complètement pour pas qu'on nous arrête. Et voilà. Mais après, quand même, je vous dis ce qu'on m'a raconté, après, ils ne laissaient plus sortir. C'est-à-dire, ils ont laissé, après un moment, sortir les femmes et les enfants, ils ont gardé les maris. Après, ils laissaient sortir s'ils laissaient leur maison ou leur truc. Alors donc, il n'avait pas eu tort de partir si tôt, même si tout le monde, on pleurait tous évidemment, parce que c'était un paradis quand même, la Tunisie. Mais on est parti, à mon avis, relativement à temps entier. Quelles étaient les préparations que votre père a fait pour partir? Alors, il ne voulait pas qu'on doive quoi que ce soit à qui que ce soit, donc il est allé à la GIAS, non pas pour qu'on nous paye le voyage, mais pour avoir les modalités de passage et qu'on l'aide pour le système. Alors, je ne peux pas vous dire tout ça, ok? Et donc c'est comme ça s'est fait. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est parti par New York? Je crois parce qu'à cause de la GIAS, on n'avait pas un autre choix. Comment ça se fait? On n'est pas parti par New York, puisque je vous dis qu'on a pris par Le Havre. Non, je me trompe là. Alors, je ne sais pas. On est parti par Marseille, Paris, Le Havre. Donc, voyez-vous, ma mémoire me fait défaut là. Mais disons, encore en Tunisie, les démarches, je veux dire, pour avoir des passeports, est-ce qu'on pourrait dire aux autorités que vous allez émigrer? Comment ça s'est passé là? Non, parce qu'on était avec le consulat d'Angleterre, britannique, grâce à mon père. Nous, les enfants, on avait 3 choix. Si on restait en Tunisie, on aurait pu être français, protectorat, anglais, par mon père, et tunisien, par naissance. D'accord? Donc nous, on avait des passeports presque internationaux. D'ailleurs, j'ai encore les papiers quelque part, où il y avait le bonhomme de britannique, je ne sais pas quoi là, qui signe pour dire on est de bonnes personnes, je ne sais pas le mot exactement, enfin, des gens honnêtes, si vous voulez, enfin, recommandations pour les passages. Alors, je ne sais pas comment, plus que ça, je ne peux pas vous dire. Mais vous aviez des passeports britanniques? Oui. Et votre mère? Maman, il faudrait que je retrouve, je ne sais pas où il est. Est-ce qu'elle l'avait aussi grâce à mon père? Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas pensé à regarder si j'ai encore des morceaux de passeport. Vous pourrez, hein? Et alors, votre père vous a dit aux filles et garçons que vous allez partir pour le bien. Est-ce que vous saviez des enfants? Pourquoi on partait? Oui, ils nous ont dit, mais on n'était pas heureux, nous. On n'était pas heureux, on laissait toute notre vie derrière, parce que, non, on n'était pas heureux de partir, mais on n'avait pas le choix. Numéro 2, on avait promis, Claude et moi, d'aider papa, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que lui trouverait. Donc nous, on savait que l'école, une croix peut-être, et c'était le travail. Et c'était un pays lointain, c'était ou l'Australie ou le Canada. Il a dit le Canada, c'est moins loin. Pensez-vous, pour nous, c'était pareil. Alors, c'était une aventure, mais je dois dire que je ne suis pas tellement aventurière. Donc, pour moi, j'ai eu beaucoup de chagrin, vraiment. Qu'est-ce que vous avez fait, la maison ou l'appartement vous louiez, mais qu'est-ce que vous avez fait de vos affaires personnelles, des meubles? On a pris un cadre, ça s'appelait un cadre, c'est comme une boîte, et on a mis dedans ce qu'on pensait, on aurait pu mettre beaucoup plus. Ce qu'on pensait être indispensable peut-être, mais on l'a laissé énormément de choses. On a fait venir la famille qui ne partait pas et de leur dire de prendre ce qu'ils voulaient. Et le reste, on a demandé aux gens qui étaient venus prendre l'appartement s'ils voulaient garder le reste, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Votre père, est-ce qu'il a vendu sa fabrique? C'est probable qu'il ait laissé à son associé. Est-ce qu'il y a eu un dédommagement financier? Je ne peux pas vous dire. Mais probablement que l'autre l'a gardé.
Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez apporté avec vous quelque chose de personnel? Moi-même, Colline, moi-même, Oui. non. Peut-être quelques livres, parce que j'aimais lire. Non, pas vraiment, non. Pour moi, vraiment, ça m'a déchiré. Puis, j'avais quel âge? 17 ans, hein, je crois, quelque chose comme ça à l'époque. Vous êtes parti en 57. Ouais, c'est ça, ou 19, bientôt 19. Ouais. Je commençais à être un peu plus amie avec quelques personnes, pas loin de la rue. Ça a été quand même un déchirement, ça m'a pris. Bon, moins qu'à ma mère, hein, mais c'était quand même... Votre mère, elle était d'accord de partir? Ben d'accord, elle a écouté, puis c'est tout, mais c'était aussi pour elle terrible. Elle a fait presque une dépression au début, surtout que quand on est arrivé, alors Claude et moi, on est allés au travail, Chantal et Charlet sont allés à l'école, et papa, il était tout le temps en train de chercher du travail, elle s'est retrouvée seule à la maison. Heureusement, la seule chose qu'il y avait, entre guillemets, c'est que là où on a atterri, excusez-moi, ils avaient comme une maison de chambre, c'est-à-dire c'était un bonhomme qui louait plein de chambres au sous-sol, partout. Alors, nous, là où on était, de l'autre côté du corridor, il y avait une famille marocaine avec des enfants aussi. Alors, donc les deux femmes ont parlé un petit peu. Et une fois qu'on a repris un peu nos esprits, on va dire, papa, il a dit non, on ne va pas rester là, on va louer quelque chose. Et on a loué un très bel appartement vieillot qui n'existe plus d'ailleurs, au coin de Sherbrooke et Saint-Mathieu. Sherbrooke et Saint-Mathieu, ce qui fait que c'était presque Westmount. Tout de suite, on pouvait être sur Sainte-Catherine, sur Sherbrooke, partout. Ça a donné à maman un peu plus de mouvement pour pouvoir sortir, acheter, enfin commencer un peu à se stabiliser. Mais c'était pas facile. Il n'y avait pas beaucoup d'immigrants encore. D'ailleurs, nous, le pain rail, excusez, mais on ne connaissait pas. Nous, on avait du pain de la boulangerie, du bon pain frais, là, ou qu'elle faisait elle-même. Et là, on arrive, le premier repas, c'est une tranche de pain rail, avec un steak comme ça, on a failli jeter l'autre, parce qu'un steak à 6, on pouvait manger. On a mis un temps infini jusqu'à ce qu'on ait trouvé la presque seule boulangerie française qui se trouvait, je ne me rappelle même plus sur quelle rue, et acheter du pain. Mais français, il faut le dire vite aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'était le jour et la nuit. Vraiment, c'était un autre pays. Pourquoi est-ce que votre père a décidé le Canada et pas, disons, la France? Vous auriez pu aller en France? Non. Alors, je vais vous dire, étant donné qu'il était britannique, nous, on avait le choix, mais disons, la France, il ne pouvait pas en tant que naturalisation ou nationalité. Donc, lui, il cherchait un endroit où il pourrait être tranquille du point de vue travail et tout ça. Et en France, je ne sais pas s'il aurait pu travailler avec son passeport britannique. Donc, on lui a offert ou le Canada ou l'Australie. Comme je vous dis tout à l'heure en rigolant, il a trouvé que l'Australie, c'était trop loin. Mais le Canada, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment trop loin? Je ne peux pas vous dire. Donc, c'est comme ça qu'on a atterri ici. Ah, mais en fait, c'est le Jayas qui nous lui a donné le choix. Oui, oui, qui lui a expliqué où on allait, etc., quoi. Et alors, vous avez déjà parlé un peu. Et puis aussi, excusez-moi, c'était français, Montréal. C'était supposé, hein? C'est pour ça qu'on a atterri aussi pour Montréal. C'était pas français. Qu'est-ce que vous avez trouvé justement quand vous êtes arrivé ici? C'était pas français. On est allé à Notre-Dame-de-Sion. Tout de suite, ils nous ont dit, vous attendez pas aux Français de France. Et moi, quand je suis allée travailler la première fois, c'était chez un juif, dont mon père m'a sorti parce qu'il a trouvé qu'il allait faire des bêtises avec moi. Et tout le monde qui travaillait là, c'était des petites Canadiennes françaises, québécois. Et le premier et dernier jour d'ailleurs où j'ai travaillé là-bas, j'ai essayé de parler, mais je ne les comprenais pas. Combien de fois vous pouvez dire à quelqu'un « Quoi ? Quoi ?» Vous savez, moi, j'osais plus
Alors je me suis mis tout de suite dans un coin, là j'étais toute seule. Parce que c'était pas du français, je comprenais rien. Après, je me suis habituée, bien sûr. Mais vous avez fait avant l'école dactylo-sténo, avant de travailler, non? Non, je suis allée travailler tout de suite, dès qu'on a trouvé un boulot pour moi et pour Claude, je suis allée, alors c'était faire n'importe quoi, c'était une manufacture et au bureau, enfin j'ai fait un peu de tout, mais quand je me suis dit, mon père, parce que c'était sur Debullion, c'était loin, il est venu me chercher. Et tout le monde était déjà parti. Et le bonhomme là, qui était là, il m'avait gardé pour travailler supposément. Et mon père, et quand il est venu, il m'a appelé. Il me dit, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu es supposé avoir terminé. J'ai dit, il voulait qu'on... Alors il est monté et puis il lui a dit, monsieur, ma fille, elle ne travaille plus pour vous. Puis il m'a emmené. Et vous avez trouvé... Et qu'est-ce que vous avez fait après? Et alors, après ça, c'est là que je suis allée chez Henry Morgan, parce que cette dame qui habitait ici depuis déjà très très longtemps, c'était d'origine tunisienne, très gentiment. Elle a parlé de moi à Monsieur Sauvé, il s'appelait, sur l'étage là, et il a dit que je vienne, et puis là, il m'a embauchée. Et quand est-ce que vous avez fait l'école dactylo-stylo? C'était en même temps? En même temps, c'est ça. Oui, je travaillais à la baie, et puis c'était sur le chemin, alors je l'ai fait aussi. Quelles étaient les autres difficultés dont vous vous souvenez en arrivant ici, au premier temps, qui étaient vraiment difficiles pour vous personnellement et pour votre famille? La famille, plus ou moins, je l'ai dit, parce qu'on était supposément tous occupés. Papa, il fallait qu'il trouve du boulot. Maman, c'était très dur pour la solitude. Et aussi, je me rappelle aussi, qu'est-ce que c'était? Je sais qu'à un moment, on n'était pas loin sur la rue Université. Qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait un endroit juif où les jeunes se réunissaient. Je ne me rappelle pas. Mais je sais qu'on est passé avec mon frère et on a vu tout un groupe. Et je lui ai dit, tu vois, là, ça, c'est des gens qui se connaissent. Nous, on ne connaissait personne. Et j'ai dit, j'espère qu'un jour, éventuellement, c'est vrai, il y avait un jeune homme là-bas qui s'occupait de voir les gens qui arrivaient, puis on l'a rencontré. Après, on a rencontré un groupe de jeunes qu'on a vu, dont éventuellement il y aura mon mari. Mais ça a pris du temps au début, d'abord parce qu'il fallait ramener de l'argent, il fallait s'installer. C'était un décalage. Surtout pour moi, venant de Notre-Dame de Sion. Bon, je donnais des cours privés pour faire un peu d'argent, mais j'ai jamais travaillé dehors. C'était le jour et la nuit. Qui vous aidait ici au tout début? La communauté juive, JS? Qui vous a trouvé, par exemple, le premier appartement dans la maison à chambre? Non. Ah, la maison de chambre, oui, je pense que c'est eux qui nous ont dirigés. Oui, c'est ça. Quand on est descendu du train ou du bateau, je ne me rappelle plus, enfin, en tout cas. Oui, c'est eux qui nous ont dirigés. Le bonhomme avait probablement plusieurs endroits comme ça pour accueillir les gens qui restaient de passage seulement. Ça, c'était où, cette maison? Alors lui, c'était une rue transversale sur Sherbrooke, mais laquelle, je ne me souviens plus. Je me rappelle son nom, Drescher, il s'appelait. On disait la maison Drescher, parce qu'il devait en avoir plusieurs. Juif, lui, était juif? D'après moi, il était, oui, d'Europe centrale, mais juif d'après moi. Qui vous aidait à, pas à trouver du travail, mais à vous dire où chercher le travail? Comment ça a marché? Ça, c'est aussi la JIAS qui a, disons, dirigé un peu mon père avec certaines adresses. Il nous a donné des adresses presque immédiatement qu'on a réussi. Et après, par bouche à oreille, c'est-à-dire la première, si on n'est pas d'accord, ils vont nous dire il y a tel et tel endroit. Je ne me rappelle pas vraiment, c'est très vague. C'est pas possible, hein? Comment est-ce que votre père a trouvé du travail? Vous m'avez dit une petite histoire sur ça. Mon père a trouvé du travail, il a été à plusieurs endroits, mais je pense, je me répète, mais lui, il n'avait pas ce qu'on appelle les connaissances canadiennes, même s'il avait beaucoup de connaissances.
Et finalement, il est allé de peine et de misère, il a rencontré finalement quelqu'un, parce qu'on ne le prenait pas. Ce qu'il m'a raconté, c'est qu'il est allé dans cet endroit, alors ne me demandez pas le nom, je ne me rappelle pas tout ça. La seule chose dont je me souviens qu'il m'a dit, c'est qu'il était quand même un peu désespéré, quoi. Et quand il est arrivé à cette place, alors il a dit au patron que s'il était d'accord, il travaillerait pour lui une semaine sans être payé. Si jamais il n'est pas content, bon ben au revoir. Et sinon, ben, au moins qu'il lui fasse une offre et puis il travaillerait. Et il m'a dit qu'il a fait ça. Et donc il a travaillé une semaine sans paye. Et l'autre était tellement heureux de son travail qu'il l'a embauché et il est resté là jusqu'à sa retraite. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail là-bas? Comptable, mais comptable de lui, c'est-à-dire organisation des livres, pas seulement le nitty-gritty, enfin, éventuellement, c'est moi qui le dis, un homme de confiance, mais je ne peux pas dire plus. Mais il a travaillé. Et puis après, quand il a pris sa retraite, il faisait comme il était déjà pas mal dans les livres, parce qu'aussi, en même temps, il se renseignait, hein, il ne restait pas. Et donc, il en a fait à la maison aussi, c'est-à-dire les gens venaient à la maison, et puis il faisait pour eux leurs livres, pour leurs taxes, et des trucs comme ça. Votre école, l'école Dactylosténos, c'était en anglais ou en français? Bonne question. Bonne question. Normalement, elle aurait dû être en français. Mais je me rappelle juste des trucs de la sténographie, là, parce que c'était comme des short. C'était vraiment des mots figures. Hein, je pense que c'était en anglais, mais je pense que c'était en anglais, puisque la B aussi, c'était en anglais. Exactement, c'est pour ça que je demande. Oui, mais moi, n'oubliez pas, j'ai fait quand même 6 ou 7 années d'anglais, sauf que c'était scolaire. Mais à partir de la 4e jusqu'à la 12e, c'était de l'anglais. Pas juste de l'anglais, mais il y avait l'anglais littéraire, l'anglais écrit, l'anglais... Alors, j'avais quand même une base, mais ici, c'était l'américain. Moi, je trouvais que ce n'était pas de l'anglais comme j'apprenais à l'école. L'anglais de mon école, c'était le British, l'anglais d'Angleterre. Ici, moi, je trouvais que c'était l'américain. Alors ça m'a pris du temps pour vraiment me familiariser, mais j'ai réussi quand même. Quel était votre accueil par la communauté juive? Ah, ça c'est une bonne question. Ouais. Alors, franchement, étranger, totalement étranger. J'ai pas tellement connu là. J'ai commencé à la fréquenter. Pourtant, il y en avait beaucoup qui étaient des immigrants, mais avant moi. La communauté juive anglaise. Okay, je l'ai commencé quand on a commencé à aller à Hadassah, des trucs comme ça. Là. Hadassah, c'était Hadassah. Et même celles qui étaient là avant moi, etc., c'était pas du tout mon groupe. Je l'ai trouvé snob. Comment dire, c'est le meilleur mot que je peux trouver. C'était les choses matérielles qui étaient importantes. Retourner les assiettes, oh, c'est je sais pas moi, la marque la meilleure. Enfin, j'étais très, je sais pas, j'arrivais pas à me placer. Ça a été un peu mieux quand il y a eu un peu plus d'immigration. Il y a eu on s'est retrouvés à un endroit, je ne me rappelle plus l'endroit, il y avait des Égyptiennes, il y a eu commencé à avoir des Marocaines, il y a eu beaucoup de Marocaines, hein. Éventuellement ça a été le plus grand groupe, mais c'était surtout un mélange, et là c'était un petit peu mieux parce que c'était des gens qui venaient de partout, donc il y avait moins de groupes si vous voulez. Puis voilà, puis après je ne m'en rappelle plus, probablement qu'après ça, entre le travail, je me suis mariée, les enfants. Le premier groupe que vous mentionnez, qui était aussi des immigrants, vous parlez des réfugiés de l'Europe ou de l'Europe de l'Est, des il y avait des Égyptiennes. Alors non, mais le premier groupe
qui Le était... premier jour que j'ai vu, oui, c'était pas de l'Europe de l'Est, il y avait de la France, il y avait évidemment de l'Allemagne probablement. Mais c'était les survivants finalement. Voilà, ou les enfants des survivants, ou les petits-enfants. Et puis l'autre groupe, c'était plutôt les séfarades. J'imagine... Oui, mais il n'y en avait pas beaucoup des séfarades. Mais les Marocains, ce sont des séfarades, oui, mais ils sont les venus Égyptiens beaucoup aussi. plus tard. Beaucoup plus tard, c'est ça que je veux dire. Au début, quand nous, on est arrivés, il n'y avait pas encore le groupe marocain. Tunisiens, il n'y en avait presque pas, puisqu'on les a presque tous connus. On essaye tous de se retrouver. Et comme je vous dis, les Égyptiennes, puis c'est tout. Il y avait le groupe français de France, Ashkenaz du côté de Gilbert, ses copains, tout ça. Mais c'était pas le mien. Et les Juifs canadiens, c'était comment les relations, l'accueil? Ben, c'était pas chaud, hein. C'était pas chaud. Moi, j'ai entendu beaucoup plus tard, hein, bien plus tard, des personnes avec qui finalement on se rencontre. Ça fait longtemps, hein, quand même, je suis ici. Et il y a eu un bateau presque d'enfants qui avaient perdu toute la famille. Et j'en ai connu autour de moi. Et ces gens-là, ils ont été, pour ainsi dire, adoptés, foster, mais pas adoptés. Et il y en a plusieurs qui sont partis. Ils étaient adoptés peut-être à 16 ans et demi, 17 ans, et ils se sentaient tellement pas chez eux qu'à 18 ans, ils sont partis seuls. Plusieurs comme ça, qui ont commencé à vivre leur vie ou essayer de se marier, parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Mais c'est compréhensible, hein, après ce qu'ils avaient subi. Mais apparemment, comme je vous dis, ça c'est toujours des oui-dire, il y avait l'accueil financier, on donnait la chambre ou une famille, je généralise, il y avait peut-être mieux que ça, mais le résultat final, il n'y avait pas la chaleur, il n'y avait pas je te donne mon cœur et je te donne vraiment, non. C'est ça que j'ai entendu, mais je ne sais pas, mais le personnage que j'ai connu assez près, ils sont venus, il avait un petit frère, et dès qu'il a pu, il a sorti son petit frère de la famille où il était, parce qu'il séparait les enfants. Il n'y avait pas le frère et les deux frères dans la même famille, il y en avait un à droite et un à gauche. La jeune femme, la même chose, elle a essayé de se marier, elle a repris sa sœur avec elle qui était à droite et l'autre à gauche. Alors, je ne le critique pas, ces gens-là qui ont accueilli, parce qu'ils ont donné au moins leur argent et un foyer temporaire, mais c'était pas encore ce qu'il fallait peut-être, je sais pas. Et vous n'aviez pas eu de contact avec les Juifs canadiens? Pas vraiment. Même plus tard? Plus tard, beaucoup plus tard. Quand j'étais mariée, j'avais des enfants et j'habitais Chomédy. Et en face est venue une famille. Et j'étais allée pour l'accueillir parce que j'avais déjà un enfant et puis elle venait d'arriver. Alors j'ai frappé à sa porte et pour lui dire bon, je suis là si tu as besoin de quelque chose ou quoi que ce soit. Mais chez nous, quand on ouvrait une porte, on faisait rentrer la personne. Et là, j'étais restée sur le pas de la porte. Alors, comme je vous dis, je ne leur en veux pas, mais on vient de tellement d'endroits différents. On ne peut pas demander aux autres d'être comme nous. Et vice-versa. D'ailleurs, moi, j'ai dû changer hein, en tant d'années. J'ai certainement changé. Votre cercle social les plus proche avec votre mari, en tant qu'adulte marié, c'était qui ces gens-là? À l'époque? Oui. Et plus tard, oui. Qui étaient les plus proches amis? À l'époque, c'était mes parents et mes frères et sœurs. Et puis évidemment avec mes beaux-parents, puisque ça n'a pas été long. C'était plus la famille très proche, je pense, et qui doucement s'est développée après, quand j'ai rencontré un peu plus le cercle amical. Donc on a élargi à ça, etc. Mais ça aussi, c'était des immigrants, votre cercle amical? Très souvent, effectivement. Pas de l'immédiat, par exemple, hein, de 51, 49, des trucs comme ça. Ben, mon mari, est arrivé tous
un gros groupe en 51, nous en 57. Et donc, oui. Est-ce que c'était plutôt francophone ou anglophone? Francophone. 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 Bien. Comment est-ce que vous avez rencontré votre mari? Ben, je ne vous l'ai pas dit, non? Je me rappelle Pas plus. maintenant. Pas vous maintenant. m'avez dit off caméra. Comment on s'est rencontrés? Ben, je vous ai dit, je pense, je ne me rappelle plus. Quand j'ai vu ce groupe-là et qu'on était très triste d'être seul, et après, je ne sais pas comment que ça s'est passé, ben, c'était le seul qui travaillait. Lui, quand il est arrivé, il n'est pas allé aux études. Il fallait qu'il travaille. Ou son père lui a dit l'un ou l'autre, mais tu ne restes pas comme ça. Donc il a travaillé avec son père. Il avait donc un camion, vraiment comme un camion, hein. Et donc il y avait un des copains à lui qui habitait à Laboraplouf, c'est-à-dire de l'autre côté du pont. Et en fin de semaine, il prenait beaucoup de monde dans son camion et ils allaient donc traverser la rivière là, à Laboraplouf, ce qui est maintenant Laval, si on veut dire. Et quand on s'est rapproché de ce groupe-là, c'est surtout par mon frère probablement, qu'on est allé une fois tous ensemble dans ce gros camion-là, à Laboraplouf, et puis on est resté avec les parents de son copain, et là le soir il nous a ramenés, puis il a demandé à ce qu'on sorte, je pense, et après très gentleman, il m'a demandé si c'était correct d'aller demander la main à mon père, donc il est venu un jour pour savoir si c'était toujours d'accord avec moi, ça m'a fait rigoler. Et puis la suite, c'est qu'on s'est fiancés, et puis voilà. Parlez-moi un peu de votre mari, il s'appelait comment? Gilbert Starota, son nom de milieu c'est Zadet, apparemment ça veut dire le sage, Zadet. Il est né où et quand? Il est né où et quand? Il est né à Paris le 38 juillet 1934. Et lui, comment est-ce que lui et sa famille a survécu à la guerre en France? Ça, c'est très bien de demander. Il n'y a pas beaucoup de sa famille qui a survécu. Comment ils ont survécu? Bonne question. Je ne sais pas. Je sais que sa mère était cachée. Je ne me rappelle pas. Vous savez quoi? Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. J'ai trouvé 2 cahiers qu'il va falloir que je lise. Je ne les ai pas lus, alors je ne sais pas si je dois, mais si je ne dois pas, j'arrêterai. Je ne sais pas comment ils ont survécu. Je sais que les 2 enfants, les 2 grands garçons, étaient en nourrice, parce que la maman travaillait. Les 2 travaillaient, donc ils étaient en nourrice presque depuis la naissance. Et d'ailleurs, il y en avait 3, il y en a un qui est mort. Et les parents venaient les voir à Crosne, c'est en dehors de Paris, les fins de semaine. Ils les ont repris, je crois, à la veille de la guerre. Et là, ma belle-mère est descendue vers le sud. Parce qu'on disait que du côté de Cannes et Nice, c'était plus tranquille. Après ça, je les perds de vue, donc je ne me rappelle pas. Et ils sont revenus à Paris. Ils travaillaient, eux, dans un appartement avec des machines à coudre. Ils faisaient de la couture, des pantalons, des trucs comme ça. Et évidemment, la plupart des appartements, que ce soit par les concierges, avaient été occupés. Mais ils ont été chanceux, ils ont retrouvé leur appartement et donc ils sont retournés vivre à cet endroit, que j'ai vu une fois d'ailleurs. Et c'est à peu près tout, je ne me rappelle vraiment pas, maintenant que j'y pense. Comment? Je ne sais pas. C'était pas quelque chose que vous en parliez en famille? On n'a pas parlé, non. C'est ça que je disais. Et c'est pour ça qu'il va falloir que je lise, parce que ma nièce me disait qu'elle ne connaît pas grand-chose, même de nous avant. Et mes petits-enfants, ils connaissent, mais en gros. Et je trouve qu'il est temps, là, parce que... après ça, moi, je suis la plus vieille, je pense. Donc, après, il n'y a plus personne qui va leur parler. Il faut. Enfin, heureusement, il y a vous avec votre truc. Je leur ai déjà dit qu'ils pourront aller au truc de l'Holocaust, mais c'est quand même plus personnel autrement, quoi.
Ah oui, bien sûr. Religion et communauté de synagogue ici. Est-ce que vous avez rejoint une synagogue avec Mon mari, non, avec vos parents avant? J'imagine que alors, votre père qui était mon religieux. père, oui, il avait une synagogue qui était, je pense qu'elle a fermé maintenant, mais elle était sur la rue du Charme. Je pense qu'elle a été achetée par une église d'ailleurs, et elle a déménagé à Côte-Saint-Luc, mais il était déjà plus là. À date Israël, je pense que c'était. Et c'était pas loin de chez nous d'ailleurs, donc lui, il avait rejoint, d'abord c'était dans un sous-sol, etc. Et donc ça c'est mon père. Maman, comme je vous ai dit, à part les grandes fêtes ou les occasions, c'était la maman plus à la maison, même à Shabbat. Même. Et vous me demandez mon mari? Oui, mais une fois marié... Alors mon mari, lui, il était sur Clan Ranal. Il y avait une autre synagogue, celle-là je crois existe toujours. Et donc c'est là qu'il faisait partie avec son frère, Charles, et quelques personnes qu'il connaissait, parce que... Ah, je sais pourquoi. Je pense que son père allait là-bas à un moment. Donc c'est comme ça qu'ils se sont rejoints. Son père n'allait pas du tout à la choule, depuis la guerre, depuis Paris et tout ça. Mais quand il est venu au Canada, il s'est dit avec les 2 enfants, il aura une famille, alors c'est là qu'il a rejoint un petit peu. Et au début, d'ailleurs, ils avaient fait comme une petite choule. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du rabbin Feuerwerker. En tout cas, c'était quelqu'un de l'Europe centrale qui avait fait chez lui à Westbury, dans son sous-sol, une petite choule. Et au début, c'est là qu'ils allaient, puis après, ça s'est déplacé. Et comme vous êtes mariés, vous avez rejoint votre mari à... Alors non, quand on s'est mariés, pourquoi? Ça, je ne peux pas vous répondre pourquoi. On s'est mariés à Beit Moshe. C'était une synagogue sur la rue... Je ne me rappelle plus. À Outremont, quelque part. Pourquoi qu'on s'est mariés là? Je ne me rappelle pas non plus. Peut-être parce qu'on connaissait le rabbin ou connaissait par quelqu'un, ou dire. C'est là qu'on s'est mariés. Après ça, le rabbin a bougé sur De Vinmy et Van Horn. C'est là que Charles, le frère de Gilbert, s'est marié. Et après, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé. Donc, c'est comme et ça. Vous avez rejoint quelle synagogue comme non, famille? nous, on n'a pas rejoint. C'est Gilbert qui a rejoint Clan Ranal. Alors, s'il y avait quelque chose de spécial, on y allait. Mais je dirais que la plupart du temps, moi, j'allais pas à la choule. Et lui, votre mari? Lui, il y allait pour les grandes occasions. D'abord avec son père, il a essayé. Et ensuite, à Yom Kippour, il était là-bas tout le temps. Rosh Hashanah, il achetait les places avec son frère. Mais c'est à peu près tout. Il n'allait pas tellement souvent. Il n'était pas religieux, Gilbert. Et dans la famille, avec vos enfants, comment ça se passait? Quelles sont les traditions que vous avez gardées les deux pour les enfants? Gilbert et moi, quelle tradition? Ben, comme je vous dis, avec les grands-parents, donc il y avait le kosher, il y avait les sorties ensemble, s'il y avait quelque chose, donc c'était la choule. C'est évident que Philippe s'est marié à la synagogue, Patrick aussi. Les enfants, la même chose. Les enfants, c'était sur Sherbrooke. Il y avait le temple Emmanuel à l'époque et la belle-mère de mon fils avait sa place là-bas. Donc c'est là que les enfants, les jumeaux et même la grande, c'est pas baptisé, mais enfin quand on les décale là. C'est à peu près tout, je ne me rappelle pas vraiment. On n'a pas d'endroit. Il y avait juste Clan Ranal, où Gilbert allait pour les fêtes, à la suite de son père. Mais sinon, non, on n'avait pas. Du point de vue religieux, je faisais plus par la nourriture, la réunion, ben évidemment les prières. Ma belle-fille est un peu plus religieuse. Et mon fils à Ottawa, alors si on est là-bas le vendredi, on va faire évidemment le kijouche, la mossi, enfin tous les trucs un petit peu qu'il faut faire le vendredi. Et on se réunit, on essaye de se réunir, mais c'est autant par famille
que par religion pour les fêtes, comme je vous ai dit, Pâques, Rosh Hashanah. Mais par exemple, quand les enfants étaient plus jeunes, est-ce que vous faisiez un dîner de vendredi quand vous étiez jeune? Est-ce que je faisais le vendredi soir? Je ne me rappelle pas, pour vous dire la vérité, parce que Gilbert travaillait tellement tard que des fois il n'était pas là pour les soupers. Alors je ne me rappelle pas si je faisais le vendredi soir. Je respectais, moi, par la nourriture et avec les enfants, et si j'allumais la bougie. Et le samedi, je ne faisais pas de travail, on va dire. Mais lui, il travaillait le samedi. Au début, je n'étais pas contente. Puis, à la longue, pas qu'on s'habitue, mais comme j'ai dit une fois à mes enfants, ou non, pas mes enfants, parce que là, je n'ai pas dit, mais à une personne avec qui je parlais, un petit peu cœur acteur, je disais que si j'avais été beaucoup plus volontaire, on va dire, et j'étais pas du tout un caractère, j'étais soumise, on va dire entre guillemets, par mon éducation, mais sinon je pense que j'aurais divorcé très vite au début de mon mariage, parce que c'était trop un contraste, les croyances étaient tellement différentes, il y avait trop de choses qui n'étaient pas moi. Mais avec maman, elle disait, tu sais, on s'habitue, tu sais. C'était une personne de paix. Et j'écoutais. Elle avait raison, je disais, alors j'écoutais. Mais en rétrospective, j'aurais été un peu différent. Je claquais la porte. Qu'est-ce que votre mari faisait comme travail? Oh, mon mari, il a fait donc, il était avec son père dans le nettoyage à sec. C'est pour ça qu'il avait le camion. Ensuite, il a fait de la télévision louée, parce qu'à l'époque, on faisait des locations de télévision. Et en même temps, il a pris des cours, comme ça, il pouvait y aller les réparer quand une occasion ou les échanger. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait la troisième chose? Je ne me rappelle plus. Et ensuite, il a rejoint ses parents au nettoyage à sec, parce qu'il voulait à un moment, les parents, essayer de travailler demi-journée. Et donc, ils ont demandé à Gilbert s'il était intéressé. Et moi, plus tard, je l'ai rejoint là-bas, au travail. Comme ça, après ça, mon beau-père était déjà mort, et c'est ma belle-mère, elle venait, mais c'était sa vie, le travail. Donc, on a gardé un peu plus longtemps ouvert pour qu'elle puisse y rester encore. Mais à ce moment-là, c'était Gilbert et moi. Ils faisaient presque tout, et puis moi aussi. Est-ce que vos enfants allaient dans une école juive? Ils sont allés, mais en surplus, c'est-à-dire qu'ils allaient à l'école normale et ils apprenaient des cours le soir, 2 ou 3 fois par semaine, à Talmud Torah à Choméli. Donc ils ont pris un petit peu. Et ils ont eu un bar mitzvah et bat mitzvah? Oui. Bar mitzvah, j'avais que 2 garçons. C'est pas grave. Alors, vos 2 garçons, ils sont nés quand? Alors il y a Philippe, l'aîné, qui est né à Montréal le 5 avril 60, et Patrick, qui est aussi né à Montréal, le 22, oui, alors il va se fâcher, le 22 décembre 62. Et vous avez combien de petits-enfants? Alors j'en ai 9, mais comme je dis toujours, parce que tout le monde dit 9 avec 2 enfants, ben, je dis Philippe, il s'est marié 2 fois. Hein, alors donc, il a eu 2 portées. Il y en a 3, le premier, et 2, le deuxième. Et Patrick en a 4, lui. Quand même. Est-ce que vous pensez que vous avez un héritage tunisien aussi bien culinaire que culturel, que religieux, que vous avez gardé et que vous avez passé ou pas passé à vos enfants? Je dirais le plus, c'est culinaire. Culinaire parce que maman faisait la nourriture que mes enfants ont connue quand même. Pas longtemps, hélas, parce qu'elle est partie de bonne heure, mais donc ils l'ont beaucoup connue et que j'ai transmis à mes enfants. D'ailleurs, il y a un des cahiers écrit à ma main que j'ai passé à mes enfants. Donc culinaire, je dirais, de grand-mère Hélène. D'ailleurs, comme ils ont connu ça, quand des fois je fais le plat,
et que oh, c'est très bon, mais c'est pas comme grand-mère. Ça, c'est la phrase. Alors, j'ai fini par leur dire, ça suffit, là maintenant, c'est comme moi, c'est fini. Alors, donc, oui, culinaire, je dirais. Du point de vue, je dirais, comment dirais-je, de papa, mon père, c'est plus la droiture, la sévérité, mais en même temps l'honnêteté, je pense, qu'ils ont pris de grand-père Acco. Ça leur a manqué beaucoup. Et je pense que c'est ça que je verrai chez eux, mais on n'a jamais parlé de tout ça vraiment. Est-ce que vous avez raconté des histoires de votre vie en Tunis à vos enfants? Pas très fréquemment, non. On n'a pas eu tellement l'occasion parce que je ne suis jamais retournée. Ma sœur est retournée, moi je ne suis jamais retournée. Je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que ça m'avait fait si mal et il y avait un peu de colère. Et puis aussi c'est parce que quand je suis retournée en France du Canada, j'étais enceinte et Gilbert ne voulait pas, il me dit si te garde, parce qu'à ce moment-là c'était pas encore net. Alors il me dit tu es avec le bébé et il dit toi tu vas en Tunisie, il ne te laisse plus sortir, qu'est-ce qu'on fait? Donc il ne voulait pas que je remette les pieds en Tunisie et j'ai trouvé qu'il avait raison dans un sens, après tout je ne savais pas comment ça se passerait. C'était encore dur à ce moment-là pour les Tunisiens. Alors donc, je ne suis jamais retournée. Mais je ne l'ai pas redirectée. Mais comme je vous ai dit, pour moi, la Tunisie, c'était un petit paradis dans mes souvenirs. Et ça, le seul endroit où j'ai un peu retrouvé cette plage, la mer, pas tout à fait, mais quand même, c'est, si vous avez l'occasion un jour, à Wildwood, au New Jersey. C'était la première sensation de retrouvailles, parce que la plage, c'est du sable. Maintenant, ils l'ont tellement agrandi qu'il faut trop marcher pour arriver à la mer, mais quand même, c'est du sable. Il fait bon, l'océan, c'est beau. Donc, c'est le seul endroit qui m'a un peu réconfortée. J'y vais plus maintenant parce que c'est très loin. Si vous pensez à votre identité, c'est quoi votre identité? Juive, canadienne, tunisienne, un mélange des trois? Très facile parce que j'y ai déjà pensé, c'est bâtard. Vous savez ce que ça veut dire, bâtard? Oui. Un bâtard, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité, ni de parents réellement. Et j'y ai pensé une fois parce que je dois remercier le Canada et je dirais que je suis devenue canadienne aussi pour mes enfants parce que c'est le Canada qui m'a ouvert les bras. Mais je me sens juive parce que j'ai reçu de mes parents tunisienne, pas du tout. Je ne peux plus dire tunisienne du tout, à part les souvenirs. Donc, vraiment, à un moment, j'y ai pensé, je me suis dit comment je me qualifierais. Bon, je vais dire canadienne, à cause de mes enfants. Mais de cœur, je ne peux pas répondre, savez-vous. Je ne peux pas. Juste, je vais redire Canada parce que c'est là que j'ai fait une vie, c'est là qu'il y a mes bonheurs, mes enfants, mes copains, des trucs comme ça. Mais je crois que quand on est déplacé, je ne sais pas vous si vous êtes déplacé, oui. Je savais en fait, on est déplacé pour toujours, je pense. Mais je suis contente si mes enfants, et je leur poserai la pression maintenant qu'il y a eu cette entrevue, je vais essayer de voir avec eux quand je parlerai, est-ce qu'on peut en parler, savoir comment eux, ils se sentent. Merci beaucoup, Colline. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter? Moi, j'ai demandé toutes mes questions. Ah, non, je sais pas. Je voudrais savoir, par vos expériences à tous les deux, ou à vous particulièrement, qu'est-ce que vous pensez des gens comme moi? Est-ce qu'il y en a beaucoup, ou est-ce qu'ils se sont assimilés? Entre guillemets, là, le mot assimilé, ça veut dire, est-ce que la plupart ont trouvé leur place, d'après vous? Mais disons, d'après les entrevues que j'ai faites ou les entrevues que je connais, je dirais que les réfugiés d'Europe,
des survivants qui ont passé à travers des ghettos, des camps, la Vraiment clandestinité, oui. des enfants cachés, je crois que oui. Ils ont retrouvé vraiment une place ici au Canada parce qu'ils ils sont libres. Ça, j'ai entendu beaucoup que ici, je me sens en sécurité, je me sens libre, tandis qu'en bon? Europe, non. Ok. Mais ça, c'est vraiment une expérience quand même différente de... Je comprends. Oui, des guerres. Là. Je comprends. Ben, je vous remercie. Et comme je vous dis, j'apprécie beaucoup ce qui s'est passé avec vous parce que ça m'a donné un horizon de poser des questions. Hein, parce qu'avec les enfants, les petits-enfants, on parle de certaines choses pour essayer d'avoir de eux, disons, ils s'en vont au camp, ou bien qu'est-ce qu'ils font comme boulot, quel est leur avenir, ou des choses comme ça. Mais on a rarement parlé de tout ça. Et là, je pense que vous m'avez ouvert une porte, et j'espère que je vais pouvoir, avec les deux côtés, les enfants, mes deux fils d'abord, et les petits-enfants, en parler. C'est magnifique. Oui, absolument. Je vous remercie. Et moi aussi, je vous remercie. Merci.